De la Ligue nationale de hockey, les Canucks de Vancouver. Alors rappelons que jusqu'à maintenant, le Canada est invaincu. L'URSS a subi une seule défaite. Et puisque la Suède a gagné il y a quelques heures, alors qu'on voit le cérémonial ou le rituel soviétique avant le match. Donc la Suède ayant défait la Tchécoslovaquie il y a à peine une heure, il pourrait y avoir triple égalité en tête si l'URSS bat le Canada. Et on pourra vous expliquer en cours de match quel sera le système pour rompre l'égalité. Et l'importance du match d'aujourd'hui, Yvon, l'avantage, enfin, entre guillemets, de la glace pour la ronde des médailles. Sans aucun doute. L'équipe de première place qui va terminer au premier rang, Pierre, va avoir pendant la ronde des médailles l'avantage de la patinoire, c'est-à-dire pour les changements de ligne. Alors Dave King prétend que c'est un aspect très important pour cette rencontre. Mais encore une fois, il a précisé que ces deux gardiens de but, McLean et Essenza, ont effectué du bon boulot et il est assuré que Essenza va participer au match d'aujourd'hui. Alors en début de match pour l'URSS, c'est le trio de Bouikov avec Khomutov et Kamensky. Pour le Canada, c'est Sutter, Craven et Rick Tocchet. Le match est en cours. On vous souhaite un bon après-midi à l'antenne du Réseau des Sports, chers amis. Tout de suite, le disque repoussé en territoire de l'URSS, c'est Konstantinov qui est surveillé par Tocchet. Et c'est déjà un premier hors-jeu avec à peine 11 secondes découlées en première période. Et du côté du Canada, Pierre, c'est une ligne formée de joueurs des Flyers de Philadelphie. Sutter, Tocchet et Craven. Ce sont trois joueurs qui ont très bien travaillé depuis le début du tournoi, surtout Rick Tocchet. Mais Rick Craven revient, lui, d'une blessure qu'il a subie lors du 4e match du tournoi. Mais Tocchet, Dave King ne tarit pas d'éloge à son endroit. Il dit que c'est un véritable leader avec Steve Yzerman. Les arrières sont Lidster et Coffey. Mise en jeu gagnée par Sutter, c'est Khomutov qui repousse à Kamensky. Kamensky qui veut contourner le filet de McLean, mais il a été mis en échec par Lidster. Konstantinov qui tente de repousser le disque, c'est fait. Disque libre maintenant. Il y a un joueur qui fait une chute et c'est repoussé par Coffey. Intercepté à la ligne bleue par Konstantinov, dont le tir a été bloqué en défense. Et là, c'est une sortie presque complétée par Rick Tocchet, mais celui-ci a perdu le disque. Khomutov maintenant arrive au centre, contourne Sutter. Khomutov revient sur ses pas, attire Sutter. Bouikov maintenant qui le remet derrière. Et l'Union soviétique revient loin dans son territoire. Kamensky reçoit cette passe. Kamensky s'avance devant Lidster, veut le contourner. Lidster le fait déborder. Kamensky qui veut revenir du revers, mais il a fait une chute lorsque mise en échec par Lidster, qui dégage son territoire. Et c'est Fetisov qui reprend. Fetisov qui voit sa passe interceptée au centre par Brian Bellows. Bellows qui complète une mise en échec par un même et seul mouvement. Le disque est débattu le long de la rampe et finalement, c'est repris par Tatarinov, mais il y avait déjà hors-jeu. Alors donc, on semble prudent. L'URSS a eu quelque chose déjà, Yvon, en territoire canadien. Et Steve Yzerman, lorsqu'il est arrivé sur la patinoire pour la période d'échauffement, il a eu droit à une ovation debout de la part... il y a salle comble ici encore aujourd'hui. Quand le Canada joue, Pierre, il y a toujours salle comble lors de ce tournoi à Berne. Beaucoup de supporters, d'ailleurs, du Canada ici un peu partout. Et les deux équipes, tout au cours de la ronde préliminaire, sont celles qui ont attiré le plus de spectateurs ici au Allmänstadion. Là, c'est une chute. C'est celle de Leonov. McCown maintenant derrière son filet. Quel match il a connu contre la Suède il y a 2 jours. Là, c'est Adams qui passe vers Yzerman, mais beau jeu en défense pour lui subtiliser la rondelle. Au centre, McCown du revers aux prises avec Leonov. C'est Fetisov qui remet à Nemchinov. Nemchinov est mis en échec. C'est repris par Al McInnes. McInnes qui a remis le disque à Greg Adams. Adams toujours arrive au centre, en territoire soviétique maintenant. Greg Adams qu'on fait déborder derrière le filet, veut remettre devant le tir de McInnes. Et un premier arrêt pour Irb. Le premier tir du Canada. Et là, c'est de loin Tatarinov qui a bien failli déjouer Kirk McLean. McInnes aux prises avec Leonov. Il reprend le disque cependant. McInnes organise cette nouvelle sortie du Canada. Vers Yzerman au centre. Choisit de revenir sur ses pas. Il y avait un mur de 4 soviétiques. Et on peut supposer qu'on va le surveiller d'extrêmement près lors de ce match. Et tu as vu, Pierre, lorsque Al McInnes est avancé pour appuyer l'attaque, il a eu la contre-attaque des Soviétiques. 2 contre 1. Là, c'est Green qui a voulu couper cette passe. Et finalement, c'est McLean qui a dû se surpasser. Là, c'est Fyodorov qui a remis à Pavel Bure, dont on parlera un peu plus tard. Bure, d'âge junior encore. Il fait une chute. Le disque est libre. C'est Michel Petit qui veut rejoindre Doug Gilmour. Le disque est sautillant, toujours libre. Gilmour qui passe avec le patin. C'est intercepté par l'URSS. Le tir et un bel arrêt de McLean. Sur le tir à bout portant de Biakin. Tout un arrêt de McLean. Et il avait été excellent quelques instants auparavant. Encore une fois devant l'attaque soviétique qui est bien fournie en passe, comme tu as vu, autour du filet de McLean.
Alors 2 tirs au but par l'URSS, 1 par le Canada. Il y a déjà 3 minutes d'écoulées en première période. Voici Fjodorov. La passe qui revient à Davidov, qui revient sur ses pas. Davidov qui veut déjouer McLean, mais n'a pas d'ouverture. Il tournoie toujours sur lui-même. Davidov qui a remis à Pavel Bure, ou plutôt à Khomutov, qui a changement de trio. Tir qui a raté la cible. Et là, c'est Fjodorov encore qui voit McLean faire l'arrêt. Et le disque qui est immobilisé à l'extérieur du filet. Ce match de hockey vous parvient directement de Berne, en Suisse. Le Canada, il a donné un coup. Regardez bien au défenseur Igor Kravchuk, tout près du banc des Soviétiques. Et ça va lui coûter 2 minutes. Supériorité numérique, donc, à l'équipe de l'URSS. Le Canada qui a bien fait il y a 2 jours contre la Suède en infériorité numérique, même de 2 hommes à un certain moment. Voyons le résultat lors de cette première infériorité numérique dans ce match. C'est Makarov qui s'avance, il y a une ouverture, rate la cible considérablement. Konstantinov maintenant reçoit le disque, remet plus loin devant lui, c'est à Ristic. À la ligne 2 maintenant, Konstantinov qui remet à sa gauche. Le tir et c'est arrêté en défense par Doug Lidster. C'était celui de Davidov. Davidov qui cherche l'ouverture, il n'y en a pas beaucoup. Passe derrière à Ristic, à Davidov. Davidov toujours vers Ristic qui rate le disque. Makarov est là également. Finalement, c'est Davidov qui reprend, surveillé par McCowan. Il n'y a pas vraiment d'ouverture depuis cette incursion soviétique tout près du filet. Makarov maintenant, derrière le filet. Fait la passe à Malahov. Un tir qui a touché un bâton et un bel arrêt de McLean. Ça, c'était pas commode, Yvon. Le disque a changé de trajectoire. Sergei Makarov, Pierre, connaît un très mauvais tournoi. Il n'a qu'un seul point, une passe. Il semble avoir un peu les esprits ailleurs, nous dit-on, mais selon Tikhonov, il devrait se retrouver pendant la ronde des médailles. On l'a utilisé en supériorité numérique. Les Soviétiques dominent le tournoi puisqu'ils ont une moyenne d'efficacité de 19,82 %. Mais à cœur marqué, on a pratiqué un très bon style hermétique. Le rectangle se déplaçait bien lorsque les Soviétiques passaient la rondelle, Pierre, et finalement, on a concédé un tir du point d'appui. Et là, Yvon, on revient avec la force de frappe, puisqu'on retrouve Bykov, Khomutov, Kamiensky, Fetisov et Tatarinov derrière. Et Khomutov, lui, a déjà 9 buts jusqu'à maintenant dans ce championnat du monde de 1990. Tatarinov est un défenseur qui a marqué 11 buts cette année dans la Ligue soviétique. C'est la contre-attaque de Khomutov. Khomutov qui a voulu se faufiler entre 2 défenseurs, mais Al McInnes, en faisant une chute, lui a fait perdre le disque. Tatarinov vers Fetisov. Fetisov fait une belle passe à Khomutov devant le filet. Bon jeu en défense de Green. Tatarinov encore vers Fetisov qui a fait une feinte devant Bellows. Tatarinov maintenant vers Khomutov. Khomutov cherche l'ouverture. Derrière à Bykov. Bykov qui veut faire une passe, est encore coupé par Rick Green. Et là, c'est Tuckett qui, en acceptant cette mise en échec, permet l'échappée de Bellows. Bellows qui perd le disque. Il reste 20 secondes avant le retour de Sean Burr. Kamiensky maintenant, mise en échec par McInnes, a laissé le disque derrière à Khomutov qui rate complètement sa passe. Et le disque se retrouve jusqu'au gardien Arthur Irbe. Les dirigeants, les partisans du Canadien, Pierre, ont pu remarquer le style encore très hermétique de Rick Green. Et là, c'est un tir du revers. Et l'arrêt de Irbe et le retour manqué par Greg Adams. Et la pénalité est maintenant terminée. On joue à armes égales. C'est Khomutov qui s'avance. Tir de Khomutov, bel arrêt de McLean. Oh, il a été intelligent là-dessus. Et c'est la contre-attaque maintenant. Yzerman qui laisse derrière à Greg Adams, attendu par Tatarinov. Adams toujours s'avance bien. Et le tir qui rate la cible, celui de Craven. Le disque sautillant revient sur le bâton de Khomutov qui fait une chute. C'est McInnes qui reprend mais rate complètement sa passe. Et de toute façon, il y a hors-jeu. 5 minutes 52 d'écoulé en première période. C'est toujours 0-0. On aperçoit ici Fetisov qui est arrivé de New Jersey quelques jours après l'élimination des Devils. Et à la grande surprise générale, Victor Tikhonov lui avait réservé une place au sein de la formation nationale. Ce qui est quand même bizarre dans toute cette histoire, c'est que Alexei Kazatonov, qui était le grand ami de Tikhonov, lui, n'a pas trouvé de place au sein de la formation de l'Union soviétique. Mais Fetisov, qui était celui qui a tenté par tous les moyens de faire perdre son emploi à Tikhonov, et s'est retrouvé avec l'équipe nationale. C'est assez ironique, en effet. Et ça va peut-être raviver encore cette guerre froide entre Kazatonov et Fetisov. Là, c'est un disque libre que tente de récupérer Yzerman. C'est fait maintenant aux prises avec Semak. Yzerman rate sa passe et c'est Leonov qui reprend le disque. Leonov en contre-attaque arrive au centre devant Lidster. Lidster qui échappe la rondelle. C'est Leonov qui reprend. Belle passe vers Nemchinov. Nemchinov qui pivote sur lui-même, perd le disque par le fait même et c'est Murray Craven qui le reprend. Passe de Craven qui a été
Coupé au centre par Semak. Là, c'est Lidster qui remet en territoire soviétique. Craven s'avance. Belle passe, mais belle intervention du défenseur soviétique. C'était Gusarov. Un vétéran, celui-là. Le disque au centre est pris par Semak. Là, c'est devant le filet, dangereusement. Disque libre et c'est repris par Théoren Fleury qui perd le disque en voulant s'échapper trop rapidement. Il revient chercher la rondelle cependant et au centre, c'est libre. Tir de loin de Kravchuk qui passe par-dessus la cage. Là, c'est Lesichin qui reprend. Longue passe en diagonale qui est ratée par Théoren Fleury. Il a été mis en échec, il faut le dire, du même coup. Green qui, dans son territoire, prudemment passe à Curtis Lesichin. Il a toujours été prudent dans son territoire, Green. Et là, c'est Lesichin qui a perdu le disque, un 2 contre 1. Biakin qui a voulu faire une passe à Bourré, mais celle-ci était sautillante. C'est repris par Doug Gilmour. Gilmour au centre à Théoren Fleury. Fleury qui s'avance bien dans l'enclave toujours. Fleury qui fait une chute et ce sera la première pénalité à l'URSS. Ce match de hockey vous parvient directement de Berne. Ça fait trébucher Théoren Fleury autour du Canada d'effectuer une attaque massive. Au 3e rang au cours de tournoi en attaque massive. Là, c'est Bellows qui tente de se tirer la rondelle. Il y a Adams qui vient s'en mêler également. La passe est interceptée. C'est un dégagement qui, finalement, est complété jusqu'à l'autre bout. Est-ce que c'est Malahov ou Malahov, finalement, oui. Bon, alors c'est Malahov qui a été puni. Supériorité numérique, le Canada. C'est McInnes qui veut remettre à Coffey, mais interception à la ligne bleue. Les Soviétiques qui renvoient le Canada dans son territoire. C'est repris par Al McInnes. Passe au centre vers Steve Yzerman. Yzerman qui s'avance bien. Yzerman toujours. Le tir et le bel arrêt de Irbe. Et Yzerman qui voit encore Irbe le frustrer lorsqu'il a pris son propre retour. Là, c'est Coffey qui doit se méfier de Makarov. Coffey remet derrière du revers à McInnes. McInnes qui arrive au centre. Veut passer en diagonale, choisit de remettre dans le coin de la patinoire. C'est Irbe qui a fait une mauvaise sortie. Mais heureusement pour lui, le disque s'est retrouvé dans le coin droit. Ou enfin à sa droite. Là, c'est Fetisov. Fetisov qui a complété ce dégagement. Et c'est le gardien McLean qui a laissé le disque à McInnes qui doit se méfier ce moment. Là, c'est Collin qui a fait une passe dangereuse juste devant Bikoff. Au centre, à Mary Craven maintenant. Craven, bien surveillé par l'arrière du filet, veut rejoindre Tuckett qui complète une mise en échec solide sur Gusarov. Là, de Coffey vers son coéquipier Collin qui a perdu le disque et c'est un autre dégagement qui est complété par l'URSS avec seulement 23 secondes avant le retour de Malahov. Gusarov n'avait jamais vu venir Rick Tuckett et lui a servi toute une mise en échec, mais tu as vu que le défenseur soviétique est revenu à la charge par la suite. Il faut dire que le Canada compte parmi les équipes les moins punies dans ce tournoi, Yvon. Il y a un trophée du fair play, enfin la coupe du fair play comme on l'appelle ici, qui est remise à l'équipe la moins pénalisée. Ce sont les Finlandais qui jusqu'à maintenant sont les moins pénalisés. Les Soviétiques les deuxièmes plus pénalisés dans le tournoi. La RFA qui domine. Peut-être qu'ils ont passé leur frustration, les Allemands, ils vont parce effectivement, ils n'ont pas remporté une seule victoire. Et ça, c'est vraiment décevant pour eux. Ils vont peut-être se retrouver dans le groupe B, sait-on jamais. Là, le disque est libre au centre, finalement. C'est repris par Nemchinov qui a perdu le disque, finalement. C'est repoussé dans le coin jusqu'à Sean Burr. Burr par l'arrière du filet à Jamie McCown qui voit un mur se dresser devant lui. Finalement, belle passe par la rampe à John Collin. Quelle saison il a connue avec Pittsburgh cette saison, ce Collin. Collin qui veut remettre devant lui, c'est touché par le défenseur Malahov et c'est la contre-attaque. 2 contre 2. Semak. Semak qui veut contourner Green, veut passer à Leonov, mais il a été complètement déplacé par Doug Lidster. Et c'est une longue passe finalement qui échappe Théoren Fleury et c'est Konstantinov qui reprend dans son territoire. Konstantinov, longue passe vers Tatarinov, c'était dangereux puisque John Collin, ou plutôt Doug Gilmour, a bien failli intercepter. Là c'est Green derrière son filet. Green passe à Fleury. Fleury qui revient sur lui-même, veut déjouer Fyodorov, c'est fait maintenant. Fleury tire en territoire soviétique, le gardien quitte son filet. Irbe qui remet à Fetisov par la rampe, mais celui-ci rate le disque. Et c'est Lidster qui reprend au centre. Vers Rick Green, à Lidster. Le Canada qui a un peu de difficulté à organiser une nouvelle attaque. C'est Craven qui est revenu très loin dans son territoire. Le mur soviétique est quand même tout centré vers le centre de la patinoire. Il n'y a pas beaucoup d'espace de manœuvre. Un tir de Fyodorov qui rate la cible complètement. Et ça revient sur le bâton de Rick Tuckett. Tuckett, belle passe. À Sutter, vers Tuckett. Et un bel arrêt de Irbe.
avec sa glissade, a poussé le disque derrière lui. Là, c'est Coffey qui fait une belle passe à Sutter. Et le but! Ron Sutter! Il va falloir surveiller également, Pierre, le travail effectué par Rick Tuckett devant le filet au départ du défenseur. Il a retenu son bâton pendant qu'il était bousculé et ça a ouvert le chemin pour Ron Sutter. Il y avait une mince ouverture et il a réussi à enfiler l'aiguille. Alors, c'est un premier but pour Ron Sutter dans le tournoi. Il a déjà une mention d'assistance et le Canada qui prend les devants 1-0. Et d'un autre angle, vous voyez le travail effectué par Sutter. Personne pour venir le mettre en échec. On a vu que le jeu a été avorté par Fetisov. Alors, ce but a été marqué à 11 minutes 19 en première période. Les tirs au but jusqu'à maintenant, 6 par l'URSS et 5 par le Canada. Là, c'est Makarov qui reprend le disque, passe au centre vers Davidov qui remet derrière. Là, c'est la passe de Kravchuk à Fetisov. Au centre maintenant, c'est débattu entre deux joueurs. Il y a pour le Canada McInnes qui était là. Là, c'est Davidov qui a le disque. Davidov qui s'avance, fait une chute et c'est intercepté par Jamie McCown qui remet à Rick Tuckett. Tuckett s'avance toujours dans l'enclave, un tir qui rate la cible de justesse. Et McInnes maintenant un tir qui rate la cible. Une autre belle chance ratée par le Canada. Davidov maintenant. Derrière à Kravchuk, un tir, bel arrêt de McLean. Et c'est McCowan qui prend le retour, mais l'arbitre a déjà signalé une infraction. C'est Ron Sutter. C'est son premier but du tournoi avec l'aide de Paul Coffey à 11 minutes et 19 secondes. Alors pour les Soviétiques, ce sera la première unité en supériorité numérique. Il y a Bykov qui est là, Khomutov. Les arrières sont Fetisov et Tatarinov. Et Kamensky également qui est sur la patinoire. Pour le Canada, en infériorité numérique, il y a Lidster, Acton, Gilmour et Rick Green. Mise en jeu gagnée par Gilmour, Lidster par la rampe. Petite passe à Keith Acton qui du revers veut dégager, mais c'est coupé par Fetisov. Fetisov qui remet derrière à Kamensky. Kamensky cherche l'ouverture. Patiemment, remet à Khomutov. Derrière le filet, Khomutov est surveillé par Lidster. La passe a touché le bâton de Lidster. C'est Kamensky qui reprend. Derrière à Fetisov. À Kamensky. Kamensky s'avance, a fait une feinte, remet derrière à Fetisov. À Tatarinov, un tir qui a touché un bâton et qui dévie à la gauche de McLean. Et celui-ci, prudemment, immobilise le disque sous sa mitaine. Encore une fois, il faut apprécier le travail effectué par Rick Green devant le filet de Kirk McLean. Les Soviétiques avaient placé un joueur là, Pierre, mais en aucun moment il a pu vraiment menacer Kirk McLean parce que Rick Green, dès qu'il y a un tir effectué du point d'appui, il se charge, lui, de surveiller le joueur soviétique. Et on a vu l'entraîneur Tikhonov qui parlait à ses joueurs. Tatarinov qui tire un bel arrêt de Kirk McLean sans donner de retour. Kirk McLean a connu une très bonne saison avec les Canucks de Vancouver. Vous savez pourquoi? On le voit actuellement. C'est un très bon gardien de but. Demeure debout et il n'accorde pas beaucoup de retours de lancer, ce qui aide beaucoup le travail des défenseurs. On vous parlait de Green. Vous le voyez à l'écran actuellement. Il fait de l'excellent travail avec l'équipe du Canada, même s'il n'a pas connu la compétition de la Ligue nationale au cours de l'hiver. Rick Green qui n'en est pas à ses premiers championnats du monde. Loin de là, c'est une quatrième participation pour lui. Oui, on dit de lui qu'il est le défenseur chauve du tournoi. Ah, oui, c'est comme ça qu'on en parle dans des journaux français. Le journal, le quotidien La Suisse, le grand défenseur chauve canadien. Il reste encore 1 minute 7 secondes avant le retour de Tuckett. Là, c'est Bykov qui veut passer du revers. Kamensky remet derrière à Fetisov. Le tir arrête McLean encore. Le retour est pris par Kamensky. Longue passe en diagonale que Fetisov va capter. Revient sur ses pas, bien surveillé par Gilmour. Et ce sera l'échappée 2 contre 1. Gilmour et Acton. Gilmour vers Acton, mais bon jeu en défense de Tatarinov qui a coupé cette passe. Là, c'est Bykov devant Green. Bykov qui garde toujours le disque, revient dans l'enclave. Belle passe, le tir et c'est un bel arrêt de McLean devant Kamensky. Il a complètement fermé la porte, il a flairé le jeu, McLean. Et la pénalité à Rick Tuckett va se terminer dans 30 secondes maintenant. Contre-attaque soviétique. Tatarinov perd cette passe. C'est Bellows qui l'intercepte. Tir frappé qui rate la cible. Et le disque revient à Jamie McCown. Et ça permet au Canada maintenant de gagner beaucoup de temps en infériorité numérique. Et là, c'est McInnes qui a voulu rejoindre Yzerman. On sait que lui en a marqué plusieurs en infériorité numérique avec Détroit cette saison. 3 secondes encore avant le retour de Tuckett.
Le disque est repris au centre par Semak qui perd. Beau jeu de Bellows encore. Et la passe à Yzerman qui s'échappe. Le tir et le bel arrêt de Hirbe. Et t'as vu le grand écart, Yvon? Incroyable. Mais tout un jeu de Steve Yzerman, encore une fois, qui a intercepté, qui a capté ce disque en ramenant la rondelle tout près de lui. S'est échappé, même s'il était pourchassé par un joueur soviétique. Il a effectué un très, très bon tir. Mais Hirbe a été excellent. Il a été très bon depuis le début du match. Alors voici Yzerman qui se présente devant le gardien de l'Union soviétique. Il avait bien flairé, deviné il lui avait présenté une cible d'ailleurs, le grand écart, et il a capté avec la mitaine. Mise en jeu à la droite de Hirbe. Il reste encore 5 minutes 50 à faire en première période. Une excellente première période de hockey. Et quand on vous a parlé de l'enjeu de ce match, il n'y a pas une des deux équipes qui semble vouloir se laisser battre ce soir. Pas du tout. Tir du revers finalement. C'est repris par Fyodorov. Fyodorov qui voit une ouverture avec cette petite passe à Goussarov. Remet au centre à Pavel Bure. Tir faible qui a été capté par McLean qui préfère immobiliser. Voyons que Bure aurait pu profiter de son propre retour. Pavel Bure, 19 ans seulement. Oui, on en a parlé beaucoup. C'est l'un des bons jeunes joueurs de ce tournoi. Il y a Robert Reichel également qui est ici. Jaromir Jagr qui est considéré parmi les joueurs d'avenir en Amérique et en Europe. On dit qu'il sera repêché dès la première ronde cette année. Alors, les Tchécoslovaques ont fait confiance aux jeunes. Même chose pour les Soviétiques. Il y a un beau mélange de vétérans et de jeunes chez les Soviétiques. Là, c'est Goussarov à Kravchuk. Le tir repoussé par McLean. Et là, c'est Bellows et Goussarov en course pour le disque. Finalement, ça revient sur le bâton de Biakin qui remet derrière. Et là, mauvaise passe de Fyodorov. Et c'est Kravchuk qui doit revenir complètement derrière son filet. Interception encore de Bellows à Adams qui rate son tir. Et Adams qui reprend le disque. Toujours Adams remet à Paul Coffey. Tir de Coffey. Bel arrêt de Hirbe. Le disque est libre. Hirbe ne sait plus où il est. Et c'est Bure qui reprend le disque. Pavel Bure devant Lidster. Bure qui veut le déjouer, mais Lidster n'a pas mordu. Et le disque a été tout simplement touché par McLean. Là, Lidster et Fyodorov qui sont là. Il y aura pénalité au Canada. Bure devant le filet. C'est Fyodorov qui reprend maintenant à Bure. Et finalement, l'arbitre qui siffle l'arrêt de jeu. Il y aura donc pénalité au Canada. Canucks de Vancouver. Alors donc, supériorité numérique encore une fois. Non, il y aura pénalité aux Soviétiques également, je pense. Alors, Fetisov a été chassé lui aussi. Il a commis son infraction après que l'infraction soit appelée contre Lidster. Alors donc, on va jouer à 4 contre 4. Ce sont les règlements internationaux, Yvon. Excellent règlement, Pierre, d'ailleurs. Oui, surtout sur une grande patinoire comme celle-là. Là, vous allez voir beaucoup de patins. Tir qui a été repoussé. C'était celui de Fleury. Là, c'est Craven qui remet derrière. Fleury échappe le disque. C'est repris par Goussarov. Là, le disque est libre au centre. C'est McInnes qui le reprend, surveillé par Davidov et par Makarov. McInnes remet à Fleury. Fleury qui fait une belle feinte. Le tir et c'est l'arrêt de Hirbe. Et celui-ci immobilise le disque, voyant Murray Craven s'avancer dangereusement devant lui. Et belle feinte de Fleury devant Goussarov, Pierre. Ce qui lui a permis d'effectuer un très bon tir sur le gardien. Vous avez observé ici M. Fetisov qui a commis de l'obstruction derrière le filet de McLean. Ça, c'est le genre de pénalité que Tikhonov n'aime pas tellement, surtout en zone offensive. Ici, bien, on scande Fleury, Fleury, Fleury. Oui, Tauren Fleury, le deuxième meilleur marqueur de l'équipe du Canada. Et la coqueluche ici. Il y aura mise en jeu à la gauche de Hirbe. C'est Craven pour le Canada. Mise en jeu gagnée par Craven. McCowan remet du revers. C'est Goussarov qui intercepte. Remet à Tatarinov. Tatarinov qui a remis au centre à Makarov. Sergei Makarov devant les deux défenseurs canadiens. Veut passer à Davidov, mais finalement c'est le défenseur qui vient prêter main forte. Goussarov qui a raté son tir. C'est lui qui reprend, poussé par McCowan. Et il y aura pénalité contre Jamie McCowan. Double échec à l'endroit de Goussarov. Il était très bien placé, l'officiel suédois Olsson, il a tout vu. Revoyons le tout d'abord. C'est l'intervention des Soviétiques le long de la rampe. C'est le défenseur Goussarov qui était là pour appuyer l'attaque. Et McCowan est allé avec un peu trop de force. Et ça va lui coûter 2 minutes. On va donc travailler à 3 contre 4, Pierre. Oui, 3 contre 4. Le Canada qui a quand même bien fait en situation identique
il y a 2 jours contre la Suède. On en parle souvent de ce match contre la Suède, avec raison d'ailleurs. Après une première période un petit peu difficile, Bob Essensa a remplacé Kirk McLean. Il ne se sentait pas vraiment bien lors de ce match. Et le Canada vraiment a complètement embouteillé la Suède par la suite. Et Essensa a été brillant. En troisième période, le Canada a connu une période absolument exceptionnelle à tous les points de vue. Je pense que les Suédois ont eu une seule bonne chance de marquer et ça a été réalisé par Mats Sundin. Alors c'est Gilmour qui est envoyé à l'avant. Les arrières sont Green et McInnes. Bikoff, Khomutov, Kamensky sont là pour l'URSS, de même que Malahov. Longue passe vers Khomutov, c'est raté par lui. Khomutov qui applique les freins, remet derrière à Kamensky. Longue passe vers Halamov, il fait une feinte. Malahov plutôt. Kamensky remet à Malahov. Vers Kamensky. Kamensky remet à Khomutov. Oh, belle passe et le tir raté par Bikoff. Et McInnes qui intervient maintenant, remet devant lui. Gilmour qui rate son dégagement. Là, on entend une passe vers Khomutov, mais belle intervention de McInnes. Khomutov reçoit cette passe finalement des mains de Bikoff. Derrière à Kamensky, en diagonale pour Malahov. Déplacement latéral. Le tir et c'est touché en défense. Là, c'est Green qui retient le joueur soviétique. Kamensky maintenant. Belle feinte. Kamensky fait une chute. Disque libre à la droite de McLean. C'est Bikoff qui reprend. 10 secondes aux pénalités mineures doubles. Le tir et l'arrêt de McLean sans donner de retour. Pierre, les deux défenseurs du Canada, Al McInnes et Rick Green, ont fait du travail absolument incroyable. Lorsque Bikoff s'est amené pour effectuer un tir sur le gardien du Canada, on a vu McInnes lui faire sauter le bâton à la toute dernière fraction de seconde. On a vu ensuite Bikoff qui a tenté de déjouer Rick Green. Il n'a pas mordu. Il n'a offert aucune possibilité aux joueurs soviétiques pour se diriger vers McLean. Très bon travail. Les tirs au but jusqu'à maintenant, ils vont 12 par l'URSS, 13 maintenant et 8, ou plutôt 9 par le Canada. Donc 7 secondes aux pénalités mineures doubles et 54 secondes à la pénalité à McCown. Et là, bien, on voit que Dave King change sa stratégie. Il va utiliser 2 attaquants et un seul défenseur maintenant. Et le défenseur est évidemment Rick Green. Oui. Sutter et Acton sont là sur la patinoire à l'avant. C'est Green qui a le disque vers Acton. Acton qui repousse devant lui. La pénalité est maintenant terminée. En fait, les doubles mineurs sont terminés. 5 contre 4. Supériorité numérique du RSS pour encore 38 secondes. Au centre, c'est Bikoff qui reprend le disque. Remet à Fetisov. Passe vers Kamensky qui applique les freins. Perd le disque. Beau jeu en défense de Doug Lidster. Bikoff est bloqué par Sutter. Là, c'est Khomutov qui remet en territoire du Canada. C'est repris par Doug Lidster. Et Lidster, lui, qui complète un dégagement jusqu'au gardien Arthur Irbe. Et il reste seulement 10 secondes avant le retour de McCown. Et Pierre Rick Green aura passé exactement 1 minute et 55 secondes sur la patinoire. Interception de Bellows devant Kamensky. Et ça passe rate, mais ce qu'on voulait surtout, c'est gagner du temps. McCown est de retour. Bellows maintenant qui a le disque. Bellows qui perd et qu'on fait trébucher. Il y aura pénalité à l'URSS. Et là, je pense que le joueur a été coupé, là. Oui, au moment où il a fait perdre l'équilibre à Brian Bellows, je pense qu'il a été atteint au visage par le bâton du joueur du Canada. C'est Tatarinov, je pense. Alors voyons qu'est-ce qui s'est passé. C'est une mise en échec, en somme, le coude de Bellows qui a frappé le joueur soviétique au visage, mais il y aura quand même pénalité à l'URSS. Oui, c'est Tatarinov qui a été coupé. Il est de retour au banc, le soigneur qui lui apporte les premiers soins. Oh, je pense que c'est le patin de Bellows qui l'a atteint au visage. On l'a bien vu, là. Avec cette prise de but derrière le filet, le patin de Bellows qui a atteint le défenseur du soviétique. Alors on délègue Lionov pour servir cette pénalité puisque Tatarinov, lui, a été blessé. Donc le Canada va terminer cette première période en supériorité numérique à moins qu'il n'y ait but puisqu'il reste 1 minute 54 à faire. Pour le Canada en supériorité numérique, Yzerman, Adams, Bellows, McInnes et Coffey sont les arrières. C'est pas de mauvaise sélection toute étoile, celle-là, ils vont marquer des buts. Et pour les préparer également, Yzerman est un maître dans ce domaine. Bellows, lui, meilleur marqueur des championnats l'an dernier à Stockholm. Auteur de 55 buts cette saison dans la Ligue nationale. Et vous avez Paul Coffey et Al McInnes au point d'appui. Et c'est Coffey justement qui a le disque derrière son filet, passe devant McLean.
Coffey en contre-attaque. Arrive au centre maintenant. Coffey qui a tenté de pénétrer en territoire soviétique, mais Bellows n'avait pas prévu la manœuvre et c'est pourquoi il y a hors-jeu. On reprend en territoire neutre. Et voilà Tatarinov qui est au banc de l'équipe soviétique. Il a reçu les premiers soins. Et puisqu'on est au hockey international, Pierre, on pourrait toujours rappeler que les dimensions de la patinoire, 210 pieds par 100 pieds, c'est-à-dire 110 pieds de largeur. Oui. Donc, si vous faites le calcul, en somme, par 100 pieds de largeur, si vous faites le calcul, c'est 17 pieds de plus de large que la patinoire à Boston. Oui, c'est considérable. Là, c'est Coffey. Tir qui frappe la baie vitrée derrière le gardien. Là, c'est Goussarov qui a le disque. Son dégagement est coupé par Paul Coffey. Remet devant, belle passe et bon jeu du gardien Irbe. Et un tir de McKinnis qui touche un patin. Et c'est repris finalement par Nemchinov. Nemchinov qui remet au centre vers Semak, qu'on utilise à des fins défensives, même si on se rappelle de lui comme un bon marqueur. Et là, il y aura pénalité, dit l'arbitre. Paul Coffey. Oui, il a fait trébucher le joueur soviétique Semak. Alors, il y avait quand même incursion des Soviétiques dans le territoire du Canada. On a vu Coffey qui a coché son rival. Ça va donc annuler la supériorité numérique du Canada et au point que les Soviétiques, au début de la deuxième, auront priorité d'un joueur. Alors, Coffey, donc, pour son geste à l'endroit de Nemchinov, finalement. Alors, 4 contre 4 pour encore 1 minute 8. Et par la suite, supériorité numérique du RSS. Il reste exactement 1 minute à faire en première période. Théorène Fleury revient sur ses pas, remet derrière à McInnes vers McCown. Jamie McCown vers Fleury, mais la passe est trop longue. Le gardien quitte son filet. Fleury intercepte le disque et rate son tir. Il faut dire qu'il n'y avait plus d'angle. Et un autre tir de McCown qui rate la cible. Mais ça devient une passe à Fleury finalement. Fleury, manœuvre du revers. Fleury toujours qu'on retient. L'arbitre surveille mais ferme les yeux cette fois. Là c'est Pavel Bure qui revient au centre. Passe vers Biakin, disque libre. Et c'est une passe à Théorène Fleury maintenant qui vient de Tocchet. Fleury vers Tocchet, le tir, un bel arrêt de Irbe. Belle manœuvre. Contre-attaque soviétique. Passe vers Pavel Bure. Bure est arrêté par McCown. Garde le disque cependant. Regardez comme il est habile. Bure, un tir qui touche un patin et qui rate la cible finalement. Là, c'est Fetisov qui reprend. Mise en échec par Gilmore. Fetisov fait une chute, remet derrière à Makarov. Disque libre. C'est repoussé plus loin par Tatarinov qui est de retour au jeu. Et c'est la fin de cette première période. Excitante période de hockey. Oui, très bonne période de hockey, Pierre. Deux clubs extrêmement rapides, une grande patinoire. Ça nous a fourni du jeu fort intéressant. Les tirs au but par de la tenue de ses joueurs en défensive au cours de la première période. Là où le Canada excelle également depuis le début du tournoi, ils sont deuxième dans le tournoi à ce chapitre, c'est lors des mises en jeu. Mais l'URSS est au premier rang. Le Canada a eu le dessus également en première période. Oui, 12 mises en jeu contre 8, Pierre. Il faut dire aussi où le Canada était impressionnant au cours de la première période. On parlait des dimensions de la patinoire qui sont de 200 pieds par 100 pieds de largeur. Et quand on regarde un peu tout l'espace qu'il y a de manœuvres à effectuer au cours d'une période ou encore lorsque l'adversaire, les Soviétiques, qui ont une supériorité numérique, on sait qu'on déplace très, très bien la rondelle. Tu as vu le travail des défenseurs d'expérience comme McInnes, Letster, McCown et Green. Ces gars-là n'ont pas permis au rectangle défensif du Canada de se briser. Par conséquent, les Soviétiques n'ont pas obtenu un bon tir de l'enclave pendant les supériorités numériques. Aucun. Il y a eu 3 tirs du point d'appui, point à la ligne. Donc, le Canada qui va amorcer cette deuxième période à 4 contre 4 pour 6 secondes seulement. Par la suite, Tatarinov sera de retour. Et lors du retour de Tatarinov, il restera 52 secondes. En quelques secondes, l'arbitre est suédois, je vous le rappelle, c'est Doug Olsson. L'arbitre le plus controversé jusqu'à maintenant a sans doute été l'arbitre Lipa de la Tchécoslovaquie. Il en a reçu pour son rhume, comme on dit. Pénalité aux Soviétiques terminée. Supériorité numérique donc pour eux. C'est McCown qui rate son dégagement. Finalement à la ligne bleue, c'est repris par Malahov. Là, les Soviétiques cherchent encore l'ouverture qui ne se crée pas. McCown lui ferme la porte au point d'appui gauche. Le tir qui a été bloqué en défense par Sutter. Là, c'est repris derrière à la ligne bleue finalement par Konstantinov. Konstantinov qui ne peut empêcher le disque de quitter le territoire canadien et on rentre en territoire neutre. C'est Bykov qui remet derrière à Khomutov. C'est encore la même formation. Kamienski, lui, vient de faire son entrée sur la patinoire. C'est lui qui prend le disque. Kamienski passe, raté par Konstantinov.
il rachète son erreur plutôt. Et finalement, c'est Tuckett qui reprend le disque, mais c'est le sifflet de l'arbitre. Il y aura pénalité. Et là, bien, Tuckett qui... et Konstantinov, lui, veut s'en prendre à Konstantinov, effectivement. Et lui, c'est un... En fait, c'est un dur de dur pour l'URSS. Il est très fort physiquement. Et là, Ron Sutter est avec un des juges de ligne. Alors, il lui fait signe. C'est Olsen qui dit à Sutter, vous devez prendre place au banc des pénalités. Finalement, on a changé la décision. Et là, Sutter dit qu'il a un bris d'équipement, lui. Alors, c'est la raison pour laquelle on va peut-être déplacer, on va demander à l'équipe du Canada d'envoyer un autre joueur au banc des pénalités pour purger la pénalité servie à Ron Sutter. Ouais, Sutter qui a un problème avec son patin à gauche. Et c'est pourquoi on va jeter un coup d'œil. Alors donc, ce sera une situation difficile pour le Canada à 5 contre 3 pendant 7 secondes et par la suite, supériorité numérique d'un homme pour l'URSS. Le principal trio, Pierre, de l'Union soviétique, Omutov, Bykov et Kamiensky, bien, il y a 2 joueurs de cette formation, Pierre, qui se rendront ici à Fribourg et qui participeront aux activités de la Ligue élite de la Suisse l'an prochain. Kamiensky est un joueur qui a été repêché par les Nordiques. On aimerait beaucoup l'avoir au Colisée parce que, si tu te souviens, à Rendez-vous 87, il avait été le meilleur joueur de l'Union soviétique. Oui. Et également, il y a Omutov et Bykov qui appartiennent également aux Nordiques, mais eux ont décidé de poursuivre leur carrière à Fribourg. Fribourg qui est une bonne ville de hockey. Même chose ici pour Berne. On fait souvent salle comble ici avec l'équipe de Berne. C'est John Cullen qui sert la pénalité pour le Canada. On est à 5 contre 4 maintenant. La passe dans le coin, c'est Homutov qui rate le disque. Belle intervention là de Doug Gilmour. Et ça permet à Jamie McCown de compléter le dégagement. 1 minute 40 avant le retour de Cullen qui, je vous rappelle, sert cette pénalité qui a été décernée à Ron Sutter. Il est toujours au banc en train de réparer l'équipement. Là, c'est une belle chance ratée par Acton. En repli défensif maintenant. Kamiensky prend le disque devant McInnes. Dégagement intercepté par Fetisov. Fetisov qui remet à Bykov. Bykov revient sur ses pas. Bykov remet derrière à Kamiensky. Tir de Kamiensky qui rate la cible. Et le disque qui se retrouve complètement à l'autre bout par la rampe. Et puis, il y a des gens qui pensaient que les Soviétiques ne joueraient pas un bon match ce soir. Mais on s'aperçoit que M. Tikhonov veut gagner à tout prix parce que son meilleur trio n'a pas débarqué de la patinoire depuis le début de la période. Fetisov qui revient sur ses pas. Si les Soviétiques perdent ce soir, ils vont terminer troisième oui. Au classement de la ronde préliminaire. Ce qui fait qu'ils seront désavantagés donc dans le choix des trios contre le Canada, contre la Suède. Et on sait que la ronde des médailles, c'est un petit tournoi à la ronde. Chaque formation s'affronte une fois. Là, c'est intercepté par Bellows. Ça fait 3 fois ce soir que Bellows fait le coup. Là, on le fait trébucher. L'arbitre qui ferme les yeux là-dessus. Tatarinov qui reprend le disque. Remet à Leonov vers Tatarinov derrière son filet. Face à Fetisov maintenant. Fetisov qui contourne Craven. Bellows a touché le disque encore, mais pas suffisamment pour intercepter. Là, c'est libre. Repris par Craven qui complète un dégagement jusqu'en territoire soviétique. Il reste 10 secondes seulement à la pénalité au Canada. Les Soviétiques qui vont chercher à organiser une dernière attaque en supériorité numérique. C'est bien mal commencé cependant. Nemchinov qui est revenu sur ses pas. Pénalité terminée maintenant. On joue à armes égales. Là, c'est Leonov qui s'avance en territoire du Canada, bloqué par Lidster. Là, c'est Cullen qui reprend le disque. Belle manœuvre. Cullen passe au centre à Yzerman. Yzerman qui cherche l'ouverture, a voulu passer à Cullen, mais le disque a touché le patin de Kravchuk. Là, c'est Green qui remet devant, tir de Adams qui rate la cible de justesse. Là, c'est Fleury qui reprend le disque. Fleury veut revenir dans l'enclave, mais beau jeu de Leonov qui lui a fait perdre la rondelle à la toute dernière seconde. Les Soviétiques avaient oublié Greg Adams devant le filet. Il était tout seul. Et là, c'est Yzerman qui s'échappe. Tire du revers. Bel arrêt de Irbe. Et le retour bloqué encore par Irbe. Yzerman qui a vu la même chance 2 fois jusqu'à maintenant dans le match. McInnes reprend devant Biakin. Remet à McCown. Jamie McCown qui tire par la rampe. Le gardien ne peut toucher au disque. C'est Goussarov qui le reprend. Mise en échec par Yzerman. Disque libre qui revient à Bourret, qui remet derrière à Kravchuk vers Pavel Bourret. Bourret derrière à Goussarov. Goussarov qui jongle avec la rondelle, remet à Fyoderov. Fyoderov passe qui touche. McInnes, c'est repris par McCown finalement. Vers Fleury. Passe à McCown qui se porte en attaque. Derrière à Fleury, le tir et bel arrêt de Irbe avec la jambière. Et là, c'est McInnes encore. Un tir qui rate la cible.
Et la rondelle qui se retrouve finalement jusqu'à l'autre bout, c'est McCann qui tire du revers et qui envoie la rondelle chez les spectateurs. De Berne, vous écoutez le championnat mondial de hockey à l'antenne du Réseau des Sports. Le jeu a repris en territoire de l'URSS, c'est Makarov qui échappe la rondelle. Là, c'est Gilmour qui pousse plus loin. C'est pris par Konstantinov qui a été mis en échec par Schomburg. Konstantinov est au sol, a touché le disque avec sa main. Finalement, Gilmour reprend le disque. Gilmour, mise en échec sévère à son endroit, c'était celle de Ristich. Et finalement, c'est l'arrêt de jeu, le disque qui se retrouve chez les spectateurs. Peut-être rappeler à nos téléspectateurs, Yvon, qu'il n'y a pas de pause prévue pour la publicité en hockey international au championnat du monde. On va tenter de faire le plus vite possible, bien sûr. Les spécialistes en défense, Pierre, pendant les infériorités numériques, sont très convaincants ce soir du côté du Canada. On voit ici Tikhonov qui, je ne sais pas si on devrait dire, prodigue les conseils ou encore... Ben, je ne sais pas s'il a beaucoup... 61 ans, Victor Tikhonov. Et quel dossier il possède. Le Canada n'a remporté qu'une seule victoire contre l'Union soviétique, Pierre, depuis 1985. Là, on a fait faire une chute à Rick Tocchet. C'est lui et Konstantinov qui se retrouvent encore une fois, Yvon. Et il se retrouve dans une circonstance délicate. C'est une mise en jeu à la droite du gardien Arthur Irbe. C'est Ristich pour l'URSS devant Craven. L'URSS qui remporte cette mise en jeu. Malahov qui remet au centre. Intervention de Paul Coffey. Passe interceptée par Konstantinov qui se porte en attaque. Perd à Rick Tocchet. Et Tocchet qui évite partiellement la mise en échec de Davidov. Ristich qui pousse pour lui-même. Il est mis en échec par John Cullen. Là, le disque revient au centre et se retrouve finalement en territoire soviétique. Mise en échec sévère, c'est Cullen qui reprend le disque dans le coin. Passe derrière pour Tocchet, mais belle intervention de Malahov. Et c'est un dégagement jusqu'à l'autre bout. Et ce sera refusé à l'équipe du RSS lorsque Paul Coffey touche au disque. Lidster connaît tout un tournoi. On dit que c'est l'homme de confiance maintenant de Dave King depuis le début. Il a connu un excellent match lors du tournoi pré-tournoi. L'équipe du Canada est allée jouer à Prague. Et par la suite, il est devenu l'homme de confiance de Dave King. C'est un joueur qui évolue avec les Canucks de Vancouver. Et jusqu'ici, on dit qu'il a été le meilleur défenseur de l'équipe du Canada. Et c'est Pat Quinn qui va être heureux. On sait qu'il assiste ici au championnat mondial. Il y a beaucoup de personnalités bien connues de la Ligue nationale de hockey. Les joueurs des Canucks ont très bien contribué à la cause de l'équipe canadienne jusqu'à maintenant. Lidster, Greg Adams et Kurt McLean, le gardien, bien sûr. Là, c'est McInnes qui reprend. Au centre, à Bellows, dont la passe touche le bâton de Fetisov. C'est Irbe qui jongle un peu avec le disque, remet par la rampe. Bellows rate la rondelle, c'est Kamienski qui reprend. Vers Bikov. Bikov à Homutov, devant Green. Homutov tire qui rate la cible. Il a voulu se servir de Green comme écran, mais son tir a raté la cible. C'est Yzerman maintenant qui a le disque. Yzerman derrière lui à McInnes, vers Bellows, surveillé par Fetisov. Passe au centre qui, finalement, est touché par Tatarinov qui a contré l'échappée possible de Yzerman. Homutov maintenant, au centre. Devant les deux défenseurs, Homutov qui applique les freins, revient sur ses pas, cherche l'ouverture, il n'y en a pas beaucoup. Finalement, remet à Kamienski devant le filet, beau jeu de Rick Green. Le disque est libre, c'est Homutov qui reprend, passe à Bikov. Bikov revient sur ses pas, veut manœuvrer devant Green, qui lui fait perdre le disque encore. Quel match de Rick Green! Et là, c'est Bikov qui reprend. Perd le disque et c'est la contre-attaque. 3 contre 2. À Adams, devant Fetisov, Yzerman. Le tir et le bel arrêt de Irbe encore. Il vient de frustrer Yzerman pour une troisième fois. Et la mise en échec sévère de McInnes à l'endroit de Leonov. Et là, c'est la contre-attaque du Canada encore. Le disque est libre cependant et c'est Tatarinov qui reprend. Tatarinov au centre, vers Leonov. Et finalement, c'est une chute de Nemchinov qui provoque ce hors-jeu à l'entrée du territoire du Canada. Comme tu l'as précisé, 3 fois Steve Yzerman s'est présenté seul devant le gardien soviétique. Ici, on aperçoit Brian Murray, l'ex-entraîneur des Capitals de Washington, qui devrait avoir un entretien avec Maître Marcel Aubu demain. Nous dit-on, ainsi que Dave King, évidemment. Il y a, semble-t-il, une très longue liste d'invités, M. Aubu, lorsqu'il va arriver ici à Berne. Où devrait-il arriver actuellement? Mise en jeu en territoire neutre. C'est Semak devant Doug Gilmour. C'est gagné par Gilmour. McCowan qui remet devant lui. Kravchuk reprend le disque. Le défenseur remet vers Leonov. Leonov applique les freins, revient sur ses pas. Leonov du revers. Le disque est libre et c'est McCowan qui veillait encore une fois. Tu imagines des joueurs
de qualité en défense comme McCown et Green sur la même équipe, ils ont un travail extrêmement important à remplir contre les formations européennes. On a demandé à Dave King si Rick Green pourrait encore jouer dans la Ligue nationale. Il a dit avec toutes les équipes, n'importe laquelle. Kravchuk tire, il y avait déjà hors-jeu appelé par le juge de ligne finlandais Arto Järvela. Il dit sans aucun problème. D'ailleurs, à le regarder depuis le début du tournoi, on dirait qu'il a inventé la façon de jouer en défense sans gaspiller trop d'énergie et être à la bonne place au bon moment. Et Green a toujours eu une réputation d'excellent passeur pour réalimenter l'attaque en sortie de zone. Et on l'a vu encore contre la Suède il y a 2 jours. Il est tout à fait remarquable à ce chapitre. Il n'y a aucune de ses passes, sinon quelques-unes de temps en temps qui sont imprécises. La rondelle, ça arrive toujours sur la lame, Pierre. Ouais. Là, c'est Lidster qui a remis derrière à Coffey, vers Lidster, bien surveillé. La passe a été coupée et on rentre au centre autour de Malahov qui rate. Ça passe vers Konstantinov. Belle manœuvre de Fleury maintenant, qui revient sur ses pas. Fleury surveillé par Fjodorov. Bourret qui tente l'échec avant. Là, applique une mise en échec contre Gilmour qui n'a d'autre alternative que de remettre à Lidster qui est derrière son filet maintenant. Longue passe de Lidster. C'est capté au centre par Fleury qui rate sa passe. Interception de Fjodorov. Fjodorov vers Bourret, mais le disque était sautillant. Bourret qui reprend le disque, remet derrière à Fjodorov. Fjodorov qui est bien surveillé par Doug Lidster. Konstantinov accepte une mise en échec et passe à Bourret. Pavel Bourret, longue passe au défenseur Malahov et c'est bloqué par Schonberg qui renvoie le disque en territoire soviétique. Il y a 8 minutes 25 d'écoulées en deuxième période. Ou si vous préférez 28 minutes 30 dans le match. C'est de cette façon qu'on tient le chronométrage au championnat mondial. Bourret qui a remis devant lui. Oh. Bourret, il est même un excellent comédien. Il a appris tous les rudiments malgré son jeune âge. Et l'arbitre suédois a fait un signe et n'a pas mordu. Et là, c'est une chute devant le filet. Le disco qui a été raté de justesse par Collin. Il reprend, surveillé par Fetisov. Collin fait une chute, remet à Coffey qui fait une chute à son tour. Et c'est Makarov qui en a plein les bras. Remet à Fjodorov. Coffey reprend le disque. C'est Collin maintenant. Belle passe à Acton qui rate la rondelle. Il a voulu faire un peu vite et il y avait le défenseur devant lui. Fjodorov qui a remis à Davidov aux prises avec McInnes. Fjodorov, lui, est surveillé par Collin. Il fait une chute face à Davidov, mais belle intervention de Al McInnes et belle passe en trébuchant vers Collin. Collin vers Sutter, mais Fetisov veillait et a coupé cette passe. Contre-attaque soviétique. Davidov dans l'enclave. Belle passe, le tir et le but! Ristich. Dimitri Ristich qui crée l'égalité presque à mi-chemin en deuxième. Et Ristich était sur un changement de trio, Pierre, et c'est la raison pour laquelle la défensive du Canada s'est fait prendre à contre-pied. Regardez de quelle façon tout s'est passé. Il est allé se camoufler derrière le défenseur canadien. Et lorsque le gardien de but McLean effectuait sa glissade, déjà le tir était effectué à ce moment-là. On ne donne aucune chance au gardien de but. Nous allons revoir à nouveau la séquence. Belle passe de Davidov qui aperçoit son coéquipier qui est en pleine course lui vers le filet de McLean. La défensive du Canada n'y pouvait absolument rien parce qu'il y a eu un changement très rapide effectué à la hauteur de la ligne bleue. Rick Tuckett. Longue passe, c'est un peu trop long d'ailleurs pour Murray Craven qui tente de reprendre aux prises avec Kravchuk, lui fait faire une chute. Et là, c'est la contre-attaque soviétique de Bykov vers Kamensky. Kamensky devant Lidster, vers le disque. Belle intervention de Tuckett. Et c'est Kamensky qui le reprend à son tour au centre. Kamensky revient sur ses pattes, Tuckett qui lui ferme la porte. Du défenseur Gusarov vers Bykov finalement. C'est trop long pour lui. Là, c'est Lidster qui touche au disque et ça devient un dégagement refusé à l'URSS. De Berne, vous écoutez le championnat mondial de hockey à l'antenne du Réseau des sports. Mise en jeu, le jeu a repris. Tir faible de McInnes, c'est l'intervention de Gusarov qui permet aux Soviétiques de relancer l'attaque avec Romutov vers Kamensky, attendu par McInnes, derrière à Gusarov qui se porte en attaque. Gusarov qui veut contourner le filet, veut passer devant, mais beau jeu de Tuckett qui encore une fois a réussi à fermer la porte devant lui. Kravchuk au centre à Bykov. Bykov derrière à Kamensky. Vers Gusarov qui est encore aux prises avec un joueur canadien, c'est Craven cette fois. T'as vu l'échec avant de ce trio des Flyers, ils vont. Hein? Oui. Enfin, c'est Gilmour qui est au centre maintenant, mais Sutter, lui, a été blessé au pied. C'était pas un bris d'équipement finalement. Là, c'est Bykov qui s'avance, feinte devant McInnes qui le fait trébucher.
Là, c'est McCown qui reprend. Belle passe à Yzerman. Yzerman au centre pour Adams, mais le défenseur Malahov veillait et lui fait perdre la rondelle. McInnes maintenant dans son territoire doit se méfier de Nemchinov. Passe qui ne rejoint pas son coéquipier. Ce sera refusé à l'équipe canadienne. Il y a 11 minutes 7 d'écoulées en deuxième période. C'est l'égalité 1-1. Alors Pierre, c'est Ristich qui a marqué le premier but de l'Union soviétique avec l'aide de Davidov et Fetisov à 9 minutes et 29 secondes, ou encore 29 minutes et 29 secondes, comme on se plaît à le faire ici. C'est donc l'égalité 1-1. Et les tirs au but, c'est presque égal. Hein. C'est quoi? On a des graphiques ici pour nous montrer des histogrammes. Alors, c'est 16 contre 15, c'est ça? C'est ça. Pour le Canada, les mises en jeu actuellement, 18 par le Canada de gagner, 9 par l'Union soviétique. Et là, il y en a une importante à la gauche de McLean. Et c'est gagné par l'Union soviétique. Et la mauvaise passe que reçoit Konstantinov, et on doit rentrer au centre. Konstantinov tire de loin, c'est McLean qui capte facilement. Là, laisse le disque derrière à Paul Coffey qui organise une nouvelle attaque. Passe à Bellows. Brian Bellows au centre, c'était pour Adams, mais la passe était derrière lui finalement. Et c'est pourquoi c'est Lidster qui revient loin dans son territoire. Lidster vers Adams, au centre, à Paul Coffey. Tir qui rate la cible, il était gêné par le défenseur. Yzerman reprend, derrière à Bellows, aux prises avec Semak. Le disque est libre le long de la rampe, c'est Leonov qui reprend. Leonov qui doit manœuvrer devant Yzerman et devant Bellows également. Là, le disque est libre et c'est Nemchinov qui reprend par la rampe. Vers Leonov, c'est Coffey qui intercepte. Coffey veut passer à Yzerman, mais celui-ci était bien surveillé. Nemchinov qui s'avance bien devant Lidster. Tir surprenant d'ailleurs, et Kurt McLean, lui, réussit à immobiliser avec sa mitaine. De Berne, c'est le chasse revient vers Fleury qui en fait une très mauvaise, et c'est un tir raté par Biakin. Ben, heureusement, parce que c'était très dangereux. 3 contre 2. Fleury qui s'avance. Tiro et qui rate de justesse. La rondelle a dévié à la gauche du gardien. Le filet est sorti de ses gonds, mais il s'est replacé de lui-même. Fyodorov qui s'avance maintenant. Fyodorov voit un mur défensif devant lui. Green et McCown qui sont là tous les deux. Ou c'est Michel Petit plutôt. Une des rares présences de Michel. Tatarinov qui tirait. Le but! Oh, McLean a complètement été déjoué là-dessus. Tout un lancer effectué par le défenseur soviétique. Mais il faut dire qu'on lui a donné tout le temps voulu d'effectuer son tir. Sean Burr était en direction, s'en allait en direction du défenseur. Derrière lui, il y avait un joueur de l'équipe du Canada, mais on a raté complètement la couverture, et un excellent lancer effectué par Tatarinov. Dont c'est la spécialité d'ailleurs, oui. Il faut le dire. C'est un deuxième but dans le tournoi donc pour Mikhail Tatarinov. Et une aide va à Bourreux. Très beau tir effectué par Tatarinov. Tout un lancer. Alors donc l'URSS qui prend les devants 2-1. Il y a 12 minutes 45 d'écoulées en deuxième période. McCown qui pousse du revers dans le coin. Là, c'est la course entre Craven et Kravchuk. C'est lui qui pousse avec son patin. Sutter intercepte. Remet derrière à McCown. Un tir qui rate la cible de justesse. Et c'est Davidov qui reprend maintenant. Davidov derrière son filet. Davidov qui est surveillé par Tuckett finalement. A perdu le disque, et Makarov qui rate cette passe. Et là, c'est un tir qui est repoussé vers le gardien Hirber. Remet à Kravchuk. Kravchuk au centre à Davidov, surveillé par McCown, et finalement il se débarrasse de la rondelle jusqu'en territoire canadien. La passe revient à Ron Sutter qui rejoint Murray Craven vers Sutter qui s'avançait bien, mais il y a hors-jeu tout juste à l'entrée du territoire soviétique. Alors Pierre, but marqué à 12 minutes et 40. Tatarinov, on l'a mentionné, c'est possiblement le meilleur défenseur offensif en Union soviétique actuellement. Il a marqué 11 buts au cours du calendrier régulier. Vous regardez Dave King qui multiplie, lui, les encouragements. Il faut préciser que les Soviétiques aiment travailler lorsqu'ils ont les devants. Et Yvon, il serait peut-être bon de rappeler les incidents autour de la carrière de Tatarinov. On dit qu'il aime prendre un verre. Et oui, ça lui a coûté son job il y a quelques années. Mais il l'a regagné. Contre-attaque du Canada. Paul Coffey remet à Steve Yzerman. Yzerman, belle passe à Bellows qui s'avance. Le tir frappé qui rate la cible de justesse. Et le disque qui revient jusqu'à l'autre bout, jusqu'au gardien McLean, qui choisit de dégager lui-même. Stratégie qui a bien failli lui coûter quelques problèmes, mais c'est Coffey qui intercepte. En territoire soviétique, Coffey devant Malahov qui coupe cette passe. Et remet à Kamienski qui perd le disque. C'est Adams qui le perd à son tour. Une belle chance ratée par le Canada. Kamienski en contre-attaque.
devant Lidster. Kamensky cherche Chomutov, décide de tirer, rate la cible. Et c'est la contre-attaque avec un changement en défense chez l'URSS. Yzerman rejoint par Tatarinov devant le filet, le tir et le but! Steve Yzerman! Et bien là, les Soviétiques n'ont que à blâmer, Yvon. Si le Canada, Pierre, s'est fait prendre en défaut tout à l'heure sur un changement de trio, eh bien là, ce sont les Soviétiques qui changeaient de défenseur. Et Tatarinov n'est pas arrivé à temps, lui, pour empêcher Steve Yzerman de pivoter du côté droit. Et quelle feinte il a servi au gardien de but. Regardez-le, il s'amène. Il voit que le défenseur soviétique va venir gêner son travail. Bon pivot du côté droit. Il repousse le défenseur d'une main. Et ensuite, il s'amène pour effectuer un tir dans la partie supérieure. C'est un 8e but en tournoi, en championnat mondial pour Steve Yzerman. Et c'est l'égalité 2-2. Là au centre, c'est Tatarinov qui fait une chute. L'URSS qui tente d'organiser une nouvelle attaque autour de Nemchinov, qui remet derrière à Fetisov. Fetisov au centre vers Leonov qui choisit de remettre par la rampe. C'est McLean qui intervient, laisse à McInnes par la rampe vers Burr. Burr qui a réussi à faire une passe par derrière à Gilmour, vers Fleury, vers Gilmour qui rate la cible. Et c'est Fleury à nouveau et l'arrêt de Hirbe. Et Leonov qui reprend le disque. Leonov arrive au centre devant McInnes. Leonov qui tire, ça touche le patin de McInnes et le retour est pris par Jamie McCowan. McCowan qui est plaqué par Nemchinov, il fait une chute. Leonov qui surveille, veut reprendre le 10, mais McCowan l'en empêche. Là, Fleury qui veut rejoindre la rondelle, c'est Goussarov qui voit son tir bloqué par McInnes qui reprend le disque. McInnes, belle passe à Théorène Fleury. Fleury qui s'avance devant Kravchuk, applique les freins. Fleury qui attire Semak devant lui, passe à McCowan. Dans le coin, c'est pour Gilmour. Disque libre devant le filet et Hirbe, avec sa chute, a poussé le disque. Et il y aura pénalité à l'URSS. Kravchuk pour son geste à l'endroit de Théorène Fleury. Et là, bien, on assiste au meilleur moment du match. D'un côté comme de l'autre, on voit que les deux équipes se lancent carrément en attaque. C'est une grande patinoire, on va se répéter au cours de ce tournoi, mais ça crée tellement d'ouverture. Ça donne beaucoup d'espace pour les joueurs qui ont beaucoup de talent, Pierre, en attaque. Des bonnes manières de bâton comme Steve Yzerman, enfin, les joueurs de l'équipe du Canada et les joueurs de l'Union soviétique. Et alors, on voit ici l'infraction de Kravchuk. J'allais dire, Yvon, vous pouvez imaginer ce que ce sera dans la ronde des médailles. Et je vous rappelle que nous y serons à cette ronde des médailles. Nous allons vous présenter les 3 matchs de l'équipe canadienne. Et on peut dire également, Pierre, que l'équipe suédoise va faire tout un spectacle cet après-midi contre la Tchécoslovaquie. Les Suédois qui ont échappé à un match, c'est le cas de dire, contre le Canada, mais le Canada a été presque parfait, surtout en deuxième et en troisième période, il y a 2 jours. Il a fallu que le Canada déploie beaucoup d'efforts pour vaincre l'équipe de l'Union soviétique, de l'équipe de la Suède, Pierre. Et il y a un joueur remarquable dans cette équipe encore, Akenloob. Il n'a rien perdu de son talent, on peut vous l'assurer. Le disque est repris par Fyodorov. Il est seul de son camp cependant. Fyodorov qui gagne du temps en infériorité numérique. Le Canada qui voudrait profiter de cette chance qui lui est donnée de reprendre les devants. Ce fut 1-0, 1-1, 2-1 pour l'URSS et là c'est l'égalité 2-2 avec exactement 4 minutes à faire en deuxième. McInnes surveillé par Konstantinov, remet par l'arrière du filet à Bellows. Bellows à Yzerman qui cherche un coéquipier depuis l'arrière du filet. Yzerman vers Bellows. Bellows patiemment cherche l'ouverture. Regarde Coffey du coin de l'œil, revient sur ses pas, remet à Yzerman. Yzerman se déplace, lui aussi cherche un coéquipier, longue passe vers McInnes. McInnes qui a fait une belle feinte, belle passe de tir et bel arrêt de Hirbe au départ de Yzerman. Quel arrêt effectué par Hirbe. Et là c'est la mêlée qui éclate derrière le filet. Brian Bellows est là, il y a Adams également. Regardez le déplacement et le tir de Yzerman sans avertissement. Et Hirbe qui effectue un arrêt spectaculaire. Mais quel beau jeu de McInnes, quelle feinte il a servi et une passe parfaite à Yzerman. Lorsqu'il a vu le défenseur soviétique se jeter sur la patinoire, il a fait une feinte, Pierre, et on voyait de l'autre côté Steve Yzerman qui était tout à fait seul. Alors il y aura sûrement des pénalités avec cette mêlée derrière le filet. Il y a Konstantinov qui, je pense, sera chassé, oui, et il y aura un joueur canadien également, attendons voir. Mais tout un arrêt. Je pense que Yzerman croyait qu'il avait marqué. En tout cas, il aurait pu marquer facilement 4 buts ce soir. Il est arrivé 3 fois seul devant le gardien de but. Il a marqué un but.
Et ils viennent de s'en faire voler un autre. Alors finalement, c'est Brian Bellows qui a été chassé pour le Canada. 4 contre 3, donc pendant 1 minute 6. Et il y a Donald Beauchamp d'équipe Canada qui me souligne que pour Yzerman, c'est un 33e point en carrière au championnat du monde. C'est le leader pour le Canada dans toute l'histoire du championnat du monde. Il vient de devancer Marcel Dionne avec cette fiche. Parce que jusqu'à maintenant, Dionne avait à peu près tous les records à lui seul, Yvon. On peut rappeler que Yzerman a marqué son 8e but du tournoi à 14 minutes et 18 secondes avec l'aide de Brian Bellows. Il a maintenant 15 points. C'est le meneur chez les meilleurs marqueurs du tournoi. Yzerman qui gagne la mise en jeu. Coffey reprend le disque. Coffey s'avance dans l'enclave. Belle passe à Adams qui s'avance devant le filet. Le tir, et le disque est libre et c'est repris à la toute dernière seconde par Makarov. Makarov devant Coffey. Il y a le juge de ligne qui lui cause des problèmes. Le disque est libre et repris par Yzerman. Yzerman qui laisse à Coffey en contre-attaque et en toute vitesse. Coffey s'avance bien. Il y a hors-jeu, oui. Ça, la petite feinte à la toute dernière seconde a fait que Adams était entré trop rapidement. Mais habituellement, Pierre, un entraîneur demande à un joueur comme Greg Adams, lorsqu'il voit Paul Coffey s'amener en territoire ennemi, on lui demande aux joueurs comme Greg Adams de longer la ligne bleue afin de permettre à Coffey de compléter son jeu parce qu'il veut exploiter, lui, la hauteur de la zone offensive. À ce moment-là, Adams aurait pu ensuite se démarquer et couper vers le filet pour capter cette passe. 42 secondes à la pénalité qui donne justement cette supériorité d'un homme au Canada et 1 minute 30 au mineur double à Konstantinov et Bellows. Là, c'est Goussarov qui ravit le disque à Greg Adams et réussit à repousser au centre où c'est repris par Paul Coffey dans son territoire maintenant. Coffey surveillé par Makarov remet à Yzerman. Yzerman a fait une petite feinte mais doit revenir sur ses pas parce que Coffey est entré trop tôt. Yzerman repousse faiblement jusqu'au gardien et ça permet aux Soviétiques de compléter un dégagement, celui de c'est Biakin qui a fait ce dégagement jusqu'à l'autre bout. Fleury qui s'avance devant Goussarov. Le tir de Fleury, le but! Théorème Fleury. Et là, bien, j'ai observé de très près Goussarov. Il a jeté un coup d'œil à son gardien de but, Herve. Pas content du tout de la façon dont le gardien de but s'est comporté là-dessus. Et le Canada prend les devants 3-2 en supériorité numérique d'un homme. Alors Fleury qui effectue un tir, la rondelle qui passe entre les jambières de Herbe. Goussarov lui prétend qu'il a fait un bon jeu et peut-être que oui. On regarde Fleury qui s'amène. Oui, mais regarde une belle feinte. Là, le gardien de but à camp quand même voit très bien le jeu. Effectivement. Et là-dessus, bien, il faut blâmer le gardien de but et non le défenseur Goussarov. Alors le Canada qui reprend les devants 3-2. Il reste 2 minutes 30 à faire en deuxième période et 54 secondes aux pénalités mineures doubles à Konstantinov et Bellows. On joue donc à 4 contre 4. Passe de Fleury, capté au centre par Gilmour qui choisit de revenir sur ses pas. Gilmour, belle manœuvre, arrive au centre, mais cette fois, il a été bloqué par Bykov qui reprend le disque. Bykov qui a fait cette passe du revers à son défenseur Tatarinov. Là, c'est Khomutov qui reprend, qui s'avance. Le tir, bel arrêt de McLean et le retour pris par Fleury. Khomutov a bien joué là-dessus. La passe par la rampe revient sur le bâton de Gilmour. Gilmour devant Tatarinov applique les freins, lui fait faire une chute et c'est repris par Fetisov. Au centre à Khomutov. Khomutov devant Fleury. Applique les freins, attend l'arrivée de Tatarinov, lui fait cette passe de tir et c'est capté facilement par McLean qui remet tout de suite à Murray Craven. Encore 4 secondes aux pénalités mineures doubles qui sont maintenant terminées. On joue à 5 contre 5 et il reste exactement 1 minute 30 à faire en deuxième période. Là, il y a 4 joueurs, 5 maintenant derrière le filet. C'est Craven qui fait une belle passe à McInnes. Tir faible, c'est touché par Semak. Le disque est libre. Tuckett est là avec Semak. Les deux le long de la rampe. Finalement, c'est McInnes qui intercepte, qui s'avance, tir frappé, qui touche l'extérieur du poteau. La Tuckett devant Tatarinov. Tuckett s'avance, tire des poignets et c'est Herbe qui avait perdu le disque de vue qui réussit finalement à l'immobiliser avec 2 joueurs sur son dos. J'aimerais revenir au but marqué par Théorème Fleury. Comme tu as pu le constater, Pierre, les Soviétiques, encore une fois, étaient en changement de trio. Mais c'est le travail de Kirk McLean. Lorsqu'il a capté la rondelle tout près de son filet, il a effectué une passe rapide à Al McInnes, qui était déjà à la ligne bleue, à la ligne rouge, lui. Alors, il a pu effectuer une passe vers Fleury, qui s'est échappé. D'ailleurs, McLean a obtenu une mention d'assistance sur le but de Théorème Fleury, son 3e du tournoi. Mention d'aide également à Al McInnes. Le tout est survenu à 16 minutes et 26 secondes de la deuxième période.
C'est un 10e point par le fait même pour Théoren Fleury. Là, c'est Sutter, la mise en jeu devant Semak à la droite de Hirb. 1 minute 5 à faire en deuxième. Malahoff qui reprend le disque. Longue passe au centre. C'est touché par Rick Green. Green qui jongle avec le disque. Réussit à le reprendre cependant et remet derrière Al McInnes. Derrière son filet maintenant. Moins d'1 minute à faire en deuxième. Canada 3, URSS 2. Dernier match pour les deux équipes dans la ronde préliminaire. La ronde des médailles qui s'amorce dans 2 jours. Le disque le long de la rampe est repris par, attendons voir, il y a 4 joueurs qui se le disputent. Il y a Semak également qui vient prêter main forte à Leonov. Rondelle libre repris par Malahoff finalement, par l'arrière du filet. Remet à Nemchinov. Nemchinov arrive au centre. Nemchinov toujours devant Tocchet et McInnes. Finalement, c'est Green qui récupère le disque. Green par l'arrière du filet. Longue passe au centre, un petit peu trop long d'ailleurs. Et lorsque Konstantinov va toucher au disque, ce sera un dégagement refusé à l'équipe canadienne. J'ai bien failli me retrouver en bas de l'aréna ici. Comme Guy Aymon il y a quelques années à Boston. Oui, oui. Et c'est Gus Lacombe d'ailleurs qui l'avait... Qui lui avait sauvé la vie. Oui, effectivement. Alors donc, 17 secondes à faire encore. En deuxième période, Dave King qui... Et il l'a avoué, il a dit qu'il a rarement vu une équipe homogène comme celle-là dans les circonstances, parce que c'est toujours la même chose à chaque année. On réussit à former cette équipe à la toute dernière minute. Cette équipe-là, Pierre, pourrait gagner la médaille d'or pour le Canada pour la première fois depuis 1961, je pense. Sauf que, à mon avis, il manque quelques bons éléments encore qu'on a oubliés au Canada. Malheureusement, je pense à Pierre Turgeon notamment et à Vincent D'Anfos des Leafs de Toronto. Oui. Mais évidemment, on pourra toujours répondre. Regardez l'affiche. Et là, c'est un beau jeu du revers de Fyodorov et le disque finalement qui se retrouve derrière le filet. Et les Soviétiques pensaient bien qu'il y avait but là-dessus. Biakin, entre autres. Alors qu'on voit... le jeu à nouveau, je vous rappelle que notre prochain match sera disputé dans 2 jours. Premier match de la ronde des médailles. Ça a touché le poteau. Ça a touché le poteau et ensuite un jeu de défenseur du Canada et la rondelle qui s'est immobilisée derrière le filet. On voit encore une fois le tir du revers. Surveillez bien la rondelle qui touche le poteau, qui dévie ensuite sur le défenseur canadien et le disque qui s'immobilise derrière le filet. Alors le prochain match, c'est l'équipe qui termine première contre l'équipe qui termine 3e. Oui. Alors, au deuxième entracte, nous aurons le plaisir de vous présenter une entrevue que nous avons réalisée hier en compagnie de Cliff Fletcher, qui a tenu des propos très intéressants. Alors, on pourra faire un petit peu le post-mortem de cette saison décevante des Flames. Et on retrouvera bien sûr nos collègues Denis Caron et Pierre Ladouceur. Là, une dernière chance ratée par Bourret. Et c'est la fin de la deuxième période. Le Canada qui a réussi à reprendre les devants 3-2 contre l'URSS. Le sommaire, Yvon. Une période très intéressante, Pierre. Tout d'abord, il y a eu les Soviétiques qui ont nivelé la marque. Kravchuk qui a marqué. Et ensuite, on a vu que le Canada, lui, s'est mis en marche. Et on a eu le très beau but marqué par Steve Yzerman sur une échappée. Et ensuite, Théoren Fleury qui a permis au Canada de prendre les devants 3-2. Les tirs au but jusqu'à maintenant, 21 par le Canada. Alors, enfin, bref. C'est un excellent match de hockey. J'espère que ça vous plaît jusqu'à maintenant, chers amis. C'est 3-2 en faveur du Canada. La troisième période va débuter dans quelques instants. Je vous rappelle que c'est le dernier match de la ronde préliminaire. Le Canada a une fiche parfaite jusqu'à maintenant de 6 victoires, aucune défaite. L'URSS n'a subi qu'une seule défaite. C'était contre la Suède, qui elle aussi a subi une défaite contre le Canada il y a de ça 2 jours. Pierre, Dave King avait promis d'utiliser ses 2 gardiens de but. J'ai hâte de voir quelle décision il va prendre parce que Kirk McLean a été très bon depuis le début du match et effectivement, il va compléter la rencontre avec raison aussi. C'est rempli à pleine capacité ici. La capacité pour le tournoi est de 11 500 spectateurs, mais c'est près de 17 000 en temps normal ici au Allmannstadion, qui est magnifique. C'est un très bel amphithéâtre qui... nous présente de drôles de caractéristiques. Par exemple, on voit très bien le soleil qui perce à travers les fenêtres et en plein jour, c'est d'autant plus agréable. Et Pierre, ici, les billets pour ce match sont vendus depuis 3 mois. On savait que ce serait un match décisif. Les organisateurs ont fait de l'excellent travail d'ailleurs pour ce tournoi, le championnat du monde. L'an prochain, chers amis, sera lieu en Finlande. Oui, dans 3 villes, principalement à Turku en Finlande, où il y aura plus de 25 matchs. Il y aura également 8 matchs à Helsinki et 6 matchs à Tampere. Mais les Finlandais sont extrêmement inquiets, d'autant plus que leur équipe a connu plusieurs contre-performances ici. Mais ils sont prêts pour le tournoi. Ils ont déjà diffusé leur premier communiqué de presse pour nous souhaiter la bienvenue l'an prochain. Le disque est repoussé en territoire soviétique. C'est
Konstantinov qui le reprend, surveillé par Craven. Konstantinov fait une mauvaise passe, c'est Sutter qui touche le disque. Tocchet qui intervient maintenant, tire et repoussé par Irbe. Il a été solide, Irbe, malgré les 3 buts, sauf sur le 3e. Mais il a sauvé plusieurs buts contre... enfin, pour son équipe. Là, c'est Malahov qui enlève le disque à Sutter. Malahov qui est contré par Sutter par la suite. Et là, Bikov qui repousse plus loin, où c'est Lidster qui va toucher le disque finalement. Et Lidster qui complète un dégagement jusqu'en territoire de l'URSS. Il y a des changements complets apportés par Dave King. Là, c'est Kamienski qui a bien failli trébucher. Belle passe à Semak. Semak tire et c'est repoussé par McLean. Le disque est repris par Al McInnes derrière son filet. McInnes au centre, passe précise à Yzerman. Yzerman qui s'avance, applique les freins devant Tatarinov, toujours avec le disque. Et là, son tir a touché Fetisov et on doit rentrer au centre où c'est repris par Al McInnes. La passe de McInnes a touché Bellows. Là, c'est McInnes qui s'est porté en attaque. Fetisov reprend le disque. Fetisov avec une passe qui revient finalement à Nemchinov. Derrière, tir de Davidov. Le disque est sautillant et c'est repris par Semak. Semak qui remet derrière lui à Nemchinov. Longue passe et pour Fetisov surveillé par Yzerman. Là, c'est McInnes qui touche au disque. Du revers, Semak qui rate la cible. Il était seul devant le gardien. Et Adams lui dégage jusqu'à l'autre bout. Ce ne sera pas refusé. Pour l'une des rares fois, Pierre, depuis le début de la rencontre, le Canada a concédé l'enclave aux Soviétiques et ça a bien failli leur coûter cher. Contre-attaque des Soviétiques avec Pavel Bure. Bure devant les deux. Belle passe vers Biakin, mais le disque touche le filet protecteur derrière le gardien et c'est pourquoi il y a arrêt de jeu. Alors on aperçoit Viktor Tikhonov. Et quand on parle d'un entraîneur de carrière, il était extrêmement contesté. On l'a vu avec Fetisov au cours des dernières années. Mais son dossier depuis 1978, lorsqu'il a fait son apparition sur la scène internationale, 84 victoires, 6 défaites et 4 matchs nuls. Incroyable. Il a remporté 7 médailles d'or, 1 d'argent et 1 de bronze en championnat du monde. Et aux Olympiques, 2 médailles d'or et 1 d'argent. Ben, Yvon, tu vois, depuis entre 54 et 89, 21 médailles d'or pour l'URSS, 7 d'argent, 4 de bronze. Une seule fois, aucune médaille dans cette période 54-89. Et les Soviétiques, bien sûr, sont champions de l'an dernier. Le disque a été repris par Kravchuk, longue passe. Bure sera là le premier. Pavel Bure devant Lidster, remet derrière le filet. Où c'est repris par Biakin devant le filet, interception et beau jeu de Doug Gilmour qui renvoie l'URSS dans son territoire. Où c'est repris par Kravchuk qui remet à Gusarov. Gusarov au centre à Pavel Bure, surveillé par Gilmour. Là, c'est Lidster qui reprend le disque lorsque Gilmour a fermé la porte à Gusarov qui était venu, ou plutôt à Biakin qui s'était avancé. Là, c'est Schonberg, tire par la rampe. Le disque revient complètement de l'autre côté. Là, il y a 3 joueurs qui sont là, mis en échec sévère. Gilmour reprend le disque, mais le perd avec un beau jeu de Pavel Bure qui fait une chute. Burr lui enlève le disque. Tir qui finalement est touché en défense par Gusarov. Au centre, finalement, c'est Davidov qui reprend. Tir de Davidov, c'est repoussé par McLean. Et c'est Coffey qui va reprendre. Contre-attaque du Canada. Paul Coffey. 3 minutes découlées en 3e. C'est 3-2. Le Canada qui mène. Longue passe, c'est pour Sutter qui jongle avec le disque. Tir de Sutter, et qui a dévié à la toute dernière seconde. Le gardien Irbe a été complètement surpris là-dessus. Là, c'est Coffey qui échappe le disque, mais le remet au centre où c'est repris par Konstantinov. Coffey va reprendre. Mais passe trop longue pour Craven. C'est la course entre lui et Malahov. Gagné par Malahov qui remet derrière à Makarov. Sergei Makarov passe par la rampe, c'est intercepté par Craven. Craven du revers, mais c'est raté à la toute dernière seconde par Al McInnes. Disque revient à Paul Coffey, du revers à McInnes, surveillé par Davidov, choisi de passer par l'arrière du filet. McInnes attendu maintenant par Ristich qui a marqué le 2e but du RSS. Yzerman maintenant qui remet devant vers Adams. Celui-ci n'a pu tirer, surveillé par Konstantinov. Là, c'est Ristich qui pousse devant lui. Intervention canadienne encore et c'est Lidster qui devra reprendre le disque dans son territoire. Tu remarqueras, Pierre, que le Canada, très rapidement, lorsqu'il prend possession de la rondelle dans sa zone, immédiatement se lance en attaque. Il y a 2 joueurs qui patinent vers le centre de la patinoire. La passe de Bellows a été interceptée par Bikov qui remet à Fetisov en contre-attaque. Fetisov, passe précise à Bikov. Tir de Bikov qui touche le bâton de Lidster et le disque se retrouve chez les spectateurs de Berne. Vous écoutez le championnat mondial de hockey 90 à l'antenne du Réseau des Sports. Il vient de faire l'arrêt contre Fetisov. Là, c'est Yzerman qui repousse plus loin. Ce sera repris par Bikov. Mise en échec par McInnes.
Longue passe en défense maintenant pour Fetisov qui s'avance, revient sur ses pas. Fetisov accueilli par 2 joueurs, c'est repris par Khomutov. Khomutov surveillé par McCown. Et là, c'est repris par Bikov. Derrière à Khomutov, vers Kamienski, le tir, bel arrêt de McLean. Et c'est repris par Yzerman. Steve Yzerman qui renvoie au centre à l'aide d'un lob. Là, le disque est libre, c'est repris par Bellows. Bellows vers McCown. Belle passe à Yzerman qui applique les freins mais perd le disque. Où c'est repris par Kamienski. Au centre à Bikov vers Khomutov qui a voulu déjouer McCown. Il fait une chute et il n'y aura pas de pénalité. Je croyais que l'arbitre avait levé les bras, mais il a levé les 2 bras et non un seul. Là, c'est Adams qui reprend maintenant en contre-attaque. Greg Adams, on passe dans le coin. La course entre Fleury et Fetisov, c'est gagné par Fleury, mais ça passe à toucher le filet. Fleury reprend. Toujours lui qui bataille ferme aux prises avec Kravchuk. Là, Fleury fait une chute. Il y a Semak qui reprend le disque, mais ça passe touche Doug Gilmour. Et Semak reprend à nouveau. Semak au centre vers Nemchinov. C'est repris par Green vers Burr. Sean Burr voit ça passe toucher le bâton de Semak qui voit la sienne interceptée par Fleury. Vers Gilmour. Gilmour qui remet dans le coin. C'est Goussarov qui prend le disque, remet à Kravchuk. Kravchuk qui cherche un coéquipier. Finalement, repère au centre Kamienski. Kamienski devant Green. Kamienski toujours, mais là, il y a hors-jeu vraiment parce que Nemchinov, lui, n'a jamais pu quitter le territoire canadien. Et tu as vu Rick Green de quelle façon il a tassé le joueur soviétique pour créer ce hors-jeu. Ça, c'est l'expérience qui a parlé. Rick Green qui nous disait hier, Pierre, qu'il a bien l'impression que l'équipe du Canada ne perdra aucun match ici. Maintenant, quels sont ses plans d'avenir? Il a mentionné qu'il discutera de ça avec quelques-uns de ses partenaires d'affaires au cours des prochaines semaines. Mais j'ai bien l'impression qu'il va revenir dans le feu de l'action l'an prochain. En tout cas, Green connaît tout un tournoi. Il a dit apprécier au plus haut point son aventure en Italie jusqu'à maintenant. Enfin, ça a été une aventure, il faut le dire. Mais pour lui, il dit qu'il a connu une saison de rêve. Il a fait exactement ce qu'il voulait. Il voulait participer aux activités de la Ligue de l'Italie et ensuite de participer au championnat du monde. Là, le disque a été perdu par Coffey. Tocchet réussit à le reprendre et repousse en territoire neutre où c'est cueilli par Malachov. Il a remis au centre à Biakin vers Pavel Bure. Bure qui attire avec lui Lidster. Bure toujours applique les freins, remet à Fyodorov devant le filet pour Biakin, mais c'est raté par lui. Et c'est Konstantinov qui reprend au centre. Derrière à Bure, surveillé par Acton, disque libre. Et c'est finalement Lidster qui l'arrache littéralement à Fyodorov. Craven pousse à la droite du gardien. Là, c'est Konstantinov surveillé par Craven. Passe à Bure par la rampe. Bure derrière à Fyodorov. Fyodorov qui s'avance devant Coffey. C'est lui qui a toujours le disque. Contourne Yzerman. Applique les freins. Derrière le filet maintenant. Fyodorov toujours. Et c'est Yzerman qui lui enlève le disque. 3 contre 2. Yzerman, Craven. Derrière, le tir de Tocchet qui rate de justesse. Le gardien a échappé le disque, mais il a dévié à sa gauche. Contre-attaque soviétique. Avec Fyodorov, passe captée par Fetisov qui se porte en attaque. Fetisov voit McInnes lui fermer la porte et c'est Greg Adams qui reprend la rondelle. À Jamie McCown vers Adams. Adams qui s'avance en territoire soviétique rapidement. Passe vers Bellows, mais celui-ci n'a pu capter le disque. Il était gêné par le défenseur. Disque libre, c'est repris par Makarov, accueilli par Adams, et c'est Bellows qui reprend le disque. Bellows passe vers Yzerman, tir d'Yzerman qui touche un bâton, celui de Ristich, et c'est Makarov qui reprend. Makarov passe, sautillant, touché par McCown, et le disque revient sur le bâton d'Yzerman, qui remet tout simplement devant lui, où c'est intercepté par Tatarinov. Vers Makarov, qui s'avance, passe coupée par McCown et le disque revient jusqu'en territoire soviétique. Les deux coéquipiers qui se sont affrontés. Quel travail effectué par le trio d'Yzerman. Bel échec avant, contre-attaque très rapide et quelques bonnes chances de marquer. Là, c'est Ristich qui s'avance devant Lidster. Tir que repousse McLean. Disque libre, c'est repris par Davidov qui perd. Ristich, lui, est mis en échec par Lidster. Le disque est toujours libre. Finalement, il y a 6 joueurs qui sont là et c'est repris par Makarov. Makarov est bousculé par Théorène Fleury. Makarov toujours laisse derrière. Goussarov qui a été accueilli durement par Sean Burr avec le coup d'un peu élevé, mais l'arbitre n'a rien vu. Là, c'est Burr qui remet à Fleury. Fleury arrive au centre, tire de loin qui passe à la droite du gardien qui touche le disque et le laisse à son défenseur Goussarov. Longue passe de Goussarov vers Kravchuk. Kravchuk par la rampe.
Voyons voir qui sera là le premier. C'est Craven et Kamienski qui sont là. Le disque est immobilisé le long de la rampe, se déplace un peu. On attend toujours. Kamienski, finalement, a perdu. C'est Craven qui renvoie jusqu'à son gardien, un peu comme au soccer. Lidster remet à Sutter. Sutter qui renvoie dans le coin en territoire soviétique, où c'est repris par Konstantinov et ça devient un dégagement refusé au Canada. Le championnat mondial de l'arrêt de jeu avec encore 10 minutes 54 secondes à faire en troisième période. Et là, la vague est vraiment partie de plus belle ici au Allmannstadion de Berne. Alors, les marqueurs pour les Soviétiques jusqu'ici, Ristich et Tatarinov. Pour le Canada, Sutter, Yzerman et également Théorène Fleury. Là, c'est Paul Coffey qui reprend de son gardien. Coffey qui voit sa passe toucher Kamienski. C'est lui qui veut reprendre le disque. Finalement, c'est Bykov qui remet à Khomutov, dont le tir touche McInnes. Kamienski tire et bel arrêt de McLean. Là, c'est repris par Bykov, surveillé par Sutter. Et c'est Sutter qui reprend le disque. Passe à Murray Craven. C'est le trio des Flyers qui est là. Craven a perdu le disque lorsque Khomutov le pousse plus loin. Et c'est la contre-attaque, la Konstantinov qui a fait une chute et ça va coûter 2 minutes au Canada. Kamienski maintenant, en contre-attaque, reçoit cette passe devant McInnes, a fait une feinte à Bykov qui rate son tir complètement. Et là, c'est Bykov qui remet derrière à Fetisov vers Makarov. Makarov du revers et derrière à Khomutov, disque libre devant le filet, c'est repris par Kamienski, remet derrière, il y a 6 attaquants soviétiques, enfin 6 joueurs, tir de Fetisov qui touche un défenseur et lorsque Tocchet enfin touche au disque, c'est la pénalité décernée au Canada. Le championnat mondial de hockey 1900... Pierre a écopé d'une pénalité, ce dont Dave King ne doit pas être tellement content. Il a accroché Konstantinov dans la zone offensive. C'est justement ce qu'il ne voulait pas. Il ne faut pas donner trop d'opportunités de marquer aux Soviétiques en supériorité numérique, parce qu'éventuellement, ils vont réussir à marquer un but important. Ils ont terminé, ils sont de toute façon au premier rang au classement pour les buts marqués en supériorité numérique depuis le début du tournoi. C'était près de 20% avant le match de ce soir. Donc, il y aura Fetisov et Tatarinov derrière, Makarov, Ristich et l'autre, et Davidov est là également. Le disque est repris par Fetisov, qui remet derrière à Davidov, plaqué par McCown. Là, c'est McInnes qui réussit un dégagement à l'aide d'un lob, et c'est la course entre Acton et Fetisov. Ce sera gagné par le défenseur qui remet derrière à Tatarinov. Tatarinov, longue passe en diagonale. C'est capté par Makarov. Bel arrêt de McLean et prudemment celui-ci choisit d'immobiliser avec 1 minute 34 encore avant le retour de Rick Tocchet. Cela permet tout d'abord aux spécialistes de la défensive de retrouver leur souffle et également Dave King peut apporter des changements s'il le désire. Très bonne décision de la part de Kirk McLean. Et quand on parlait de changement, effectivement, il va en effectuer. Oui, Green et McInnes qui sont envoyés dans la mêlée. McCown et Lidster rejoignent donc le banc d'équipe Canada. Les tirs au but, ils vont jusqu'à maintenant. Eh bien, selon notre calcul scientifique, eh bien, actuellement 30 par l'Union soviétique et 22 par le Canada. Gilmour devant Ristich à la mise en jeu, à la droite de McLean. C'est gagné par Gilmour. McInnes tout de suite, il va d'un dégagement complet jusqu'à l'autre bout en territoire soviétique. Il reste 9 minutes 15 secondes à faire en troisième période. Ristich qui remet à Davidov vers Makarov surveillé par Gilmour. C'est McInnes qui reprend et encore une fois complète un dégagement jusqu'à l'autre bout. Keith Acton, c'est un choix controversé, mais en infériorité numérique, il a fait tout un travail jusqu'ici. Là, c'est Davidov aux prises avec McInnes qui fait une chute. Davidov toujours. Il a été touché par le bâton de McInnes. Là, Bykov reprend le disque. Bykov cherche un coéquipier, remet derrière à Tatarinov. Le tir repoussé par McLean. Et le disque sautillant a été partiellement touché par Green. Davidov est là, Bellows également. Bykov maintenant reçoit cette passe. Bykov que surveille Green, remet à Makarov. Makarov derrière à la ligne bleue à Tatarinov vers Makarov. Makarov tire. Oh, c'est raté de justesse par Davidov qui était complètement dégagé à l'embouchure du filet. Là, c'est repris. Passe vers Makarov qui disque libre, il touche le poteau à l'extérieur. Et c'est un dégagement finalement complété. Et là, le Canada a eu chaud. Oui, et les Soviétiques attaquent et contre-attaquent. Et ça épuise les forces du Canada. Makarov qui est toujours là en supériorité numérique. Makarov qui voit sa passe toucher le bâton de Sutter. Maintenant surveillé par Gilmour, son coéquipier des Flames.
Et finalement, c'est la contre-attaque de Fetisov vers Bykov qui a remis derrière. Tir qui a touché un patin, c'est dévié à la droite. Et Tocchet qui est de retour maintenant laisse derrière lui la course entre Sutter et Fetisov. Sutter qui a trébuché légèrement, reprend le disque, pousse devant lui, reprend à nouveau, mais toujours surveillé par Fetisov. Finalement, c'est Lidster à la ligne bleue. Tir qui touche Sutter et Fetisov reprend le disque. Rate sa passe vers Khomutov, c'est la course entre McCown et lui. McCown fait une chute et lorsqu'il touche au disque, c'est un dégagement refusé à l'URSS. Et on a vu que Ron Sutter et Fetisov, c'est la belle rivalité de la division Patrick. Oui. Alors, et on a vu également que Fetisov a fait un jeu comme dans la division Patrick lorsqu'il a effectué ce dégagement. Mais il faut dire que chez les Soviétiques, on avait beaucoup de difficultés à s'organiser, Pierre. On était incapable d'apporter des changements. Tikhonov voulait effectuer des changements de trio, mais le jeu se déroulait constamment dans le territoire de l'URSS. Donc, ça a été quand même une bonne décision de la part de Fetisov de libérer son territoire. Alors, le chandail du Canadien que l'on aperçoit, ce sont des partisans qui ont toujours espoir, mais qui voient leur favori traîner de l'arrière 3-1 dans la série contre les Bruins de Boston. Et ça fait jaser ici beaucoup en Suisse, je peux vous le dire. Il reste exactement 8 minutes 27 à faire en troisième période. Le Canada mène 3-2, dernier match de la ronde préliminaire. Les enjeux gagnés par Semak. C'est Goussarov qui recourt vers Kravchuk. Voyons où est le disque. C'est Coffey qui tire avec Bellows qui gênait le gardien, mais le disque a dévié finalement à la gauche. Kravchuk se porte en attaque devant McInnes, tire et c'est capté par McLean sans donner de retour puisque Nemchinov attendait le retour à la droite du filet. Et ça, Pierre, ça empêche les Soviétiques de maintenir leur échec avant. Donc, McLean qui joue très bien, non seulement pour effectuer les arrêts, mais autour de son filet. Lorsque la situation le commande, il va intervenir. D'ailleurs, ce soir, il a obtenu une mention d'aide. C'est lui qui a préparé le but de Théorène Fleury. Et combien de fois il a stoppé le jeu dans son territoire? Semak devant Yzerman. La mise en jeu, c'est le long Gilling, juge de ligne ouest-allemand qui a fait la mise en jeu. Paul Coffey avec le disque devant Goussarov. Coffey s'avance bien. Remet devant lui. Oh, c'est un tir raté par Bellows qui fait une chute. Pénalité à l'URSS. Et le tir qui rate la cible. Et quand Goussarov touche au disque, c'est l'arrêt de jeu. Canada va profiter d'une supériorité numérique. Mais qu'est-ce qu'il a raté encore comme chance, Steve Yzerman? Il est partout sur la patinoire. Mais là, c'est le Canada qui va profiter d'une supériorité numérique. Pénalité à Semak. Tout ça survient à 13 minutes et 5 secondes de la troisième période. Et Yvon, on disait dans les notes de presse que ce que Tikhonov n'aime pas de Semak, c'est les nombreuses pénalités stupides qu'il prend. Il est ici à Berne, Pierre, à cause de son travail pendant la Coupe Atlantique, où il a été le meilleur joueur soviétique pendant qu'on aperçoit Steve Yzerman qui lance par-dessus le filet. Il avait le gardien de but à sa merci. Je pense que le disque a dévié sur le bâton du gardien Irma. Alors, donc, mise en jeu à la droite du gardien soviétique. Yzerman, Bellows, Adams. Les arrières sont McInnes et Coffey. Mise en jeu qui, attendons voir, a été gagnée par l'URSS. C'est Fyodorov qui a le disque et qui s'avance jusqu'en territoire canadien. Veut déjouer McInnes, mais celui-ci n'a pas mordu, a bien fermé la porte. Mais Fyodorov est combatif, reprend le disque, le perd. Et c'est Yzerman qui le reprend. Vers Adams, devant Malahov. Le disque est repoussé plus loin et finalement, le Canada qui perd une belle chance là avec un retour au centre à Biakin, attendu par Adams. Là, c'est Bellows qui reprend vers McInnes. McInnes patiemment passe vers Bellows, attendu par Biakin, qui lui ferme la porte. Là, c'est Adams qui est là le premier par la rampe. Vers Yzerman, attendu par Konstantinov, disque libre, et c'est Fyodorov qui le reprend. Fyodorov qui s'avance en territoire canadien, c'est dangereux. Tir qui a été repoussé par McLean. Le disque a touché le filet et c'est l'arrêt de jeu. Il y aura donc mise en jeu en territoire canadien. L'attaque massive du Canada accuse un certain retard, Pierre, parce que tu remarqueras, lorsque les Soviétiques s'emparent du disque dans leur territoire, même s'ils sont à 4 joueurs seulement, immédiatement ils se lancent en attaque. Ça force à ce moment-là les 2 joueurs au point d'appui chez le Canada à reculer dans la zone neutre. Et à ce moment-là, on ne peut quand même donner une bonne attaque à ce moment-là, à partir du fait que vous avez toujours un joueur à découvert. Et c'est rare qu'on voit Coffey et McInnes se replier en défense en supériorité numérique. Oui. Mais on joue de prudence. On a une priorité d'un but à préserver. Disque libre, Makarov qui n'a pu tirer convenablement. C'est Michel Petit qui est là et c'est lui qui relance l'attaque.
Michel Petit en territoire soviétique. Manœuvre du revers, perd le disque qui est repoussé jusqu'en territoire canadien avec encore 55 secondes à la pénalité à l'URSS. McCowan derrière son filet. Passe précise à Gilmour. Gilmour laisse derrière à Fleury vers Gilmour. Là, le disque est libre et finalement, c'est la contre-attaque de Makarov vers Ristich, attendu par Petit qui le retient, lui fait faire une chute et ça va coûter 2 minutes. Et avec raison d'ailleurs, c'était une pénalité tout à fait justifiée par l'arbitre. Oui, et là, Paul Coffey qui veut s'en prendre aux joueurs soviétiques, il faudrait qu'il s'enlève de là parce que l'arbitre va lui coller un 2 minutes également. Alors, pénalité à Michel Petit. Vous voyez l'infraction le long de la rampe, alors que les Soviétiques se défendaient à 4 contre 5. Ils ont bien joué. L'expérience de Makarov a bien servi aux Soviétiques. Et à ce moment-là, encore une fois, comme tu l'as précisé, Pierre, les deux joueurs au point d'appui, Coffey et McInnes, ont dû reculer dans leur territoire pour freiner l'élan des Soviétiques. 5 minutes 30 secondes à faire en troisième période. 35 secondes à la pénalité aux Soviétiques. Et par la suite, ce sera supériorité numérique. On va jouer à 4 contre 4, donc pendant un tout petit peu plus d'une demi-minute. C'est Ristich à la mise en jeu. Et l'autre numéro 28, celui du Canada, est Doug Gilmour. On joue avec le feu chez le Canada parce que là, on risque ensuite les Soviétiques auront 1 minute et 25 secondes en supériorité numérique. Alors, ça pourrait être très dangereux. Mise en jeu gagnée par Gilmour. C'est Lidster qui récupère derrière son filet, attendu par Makarov. Lidster qui doit se méfier également de Ristich. Il a réussi à rejoindre Paul Coffey cependant. Vers Gilmour qui est bien surveillé par Kravchuk qui était là, qui est venu appuyer l'attaque. Passe vers Makarov. Makarov du revers, c'est raté. Et Gilmour fait une chute et c'est la contre-attaque avec Lidster. Doug Lidster vers Rick Tuckett. Tuckett qui veut contourner Kravchuk, il lui fait perdre le disque et c'est repris par Goussarov. Goussarov qui jette un coup d'œil au tableau indicateur. Il sait que son équipe va profiter maintenant d'une supériorité numérique. Le disque est libre. C'est McCowan qui, lui, veut compléter un dégagement, mais le disque a touché un spectateur le long de la rampe. Oui, je pense que le spectateur, lui, va quitter, enfin, va se reculer un peu. Et c'est pourquoi il y a eu arrêt de jeu instantanément. Ça semble être un officiel du tournoi, Pierre, qui était tout près du banc de l'Union soviétique. Alors, 1 minute 21 secondes avant le retour de Michel Petit. Alors, beaucoup de travail pour les défenseurs du Canada dans cette troisième période. Ils ont dû se défendre en quelques occasions en infériorité numérique. Et à ce moment-là, on gaspille beaucoup d'énergie. Jim McCowan, tu vois également Al McInnes, Rick Green. Ce sont les joueurs qui ont été surtout utilisés. Curtis Leschyshyn n'a pas joué, lui, en troisième période. Je vous rappelle que si le Canada l'emporte, il termine premier en tournoi préliminaire et va pouvoir donc profiter des changements de trio, enfin, oui, ce qu'on appelle communément l'avantage de la patinoire pour les 3 matchs de la ronde des médailles. Bikoff devant Keith Acton, avec qui on a eu une longue conversation hier. Il est intéressé par tout ce qui se passait dans la Ligue nationale. On sait que lui est en Europe depuis le tout début du mois. Oui. Ils ont été secoués, les joueurs des Flyers, par le congédiement de Bobby Clarke. Oui. Un congédiement qui ne fait pas l'unanimité. Là, c'est Khomutov qui s'avance devant McInnes qui le plaque partiellement. Là, McCowan veut dégager et finalement, lorsque Goussarov touche au disque, le dégagement est complété jusqu'en territoire 2. Kravchuk qui remet à Kamienski, surveillé par Gilmour. Kamienski devant Bellows maintenant, manœuvre bien. Kamienski toujours laisse le disque derrière lui. Le juge de ligne a tardé à rendre sa décision et pourtant, il y avait vraiment hors-jeu à l'entrée du territoire, par quelques centimètres seulement. Tu as vu le travail individuel effectué par Kamienski. On comprend pourquoi les Nordiques aimeraient l'accueillir à Québec. Regardez-le travailler à la hauteur de la ligne bleue, mais là, c'est son coéquipier qui est allé un petit peu trop vite. Il avait juste à retenir un tout petit peu son élan pour permettre à Kamienski de poursuivre sa course. C'était serré. Oui. Extrêmement serré. Et il y aura donc mise en jeu en territoire neutre, 46 secondes à la pénalité à Michel Petit. À faire en troisième période, 3 minutes 16. C'est gagné par Fyodorov. C'est lui qui reçoit le 10, il remet derrière à Malahov. Le défenseur Malahov qui tire, c'est capté par McLean. McLean prudemment remet derrière son filet, c'est Lidster qui reprend, fait une chute. Lidster perd le disque, mais il le reprend finalement. Beau jeu contre Fyodorov. Là, le disque revient à Konstantinov, surveillé par... Qu'est-ce qui était là? C'était Rick Tuckett. Rick Tuckett. Ou Bellows.
Et c'est encore une belle manœuvre de Bellows qui reprend le disque. Il a été très bon en défense ce soir, Bellows. C'est une qualité qu'on ne lui connaissait pas, Pierre. Et le dégagement est complété jusqu'à l'autre bout et c'est un hors-jeu de toute façon. Il reste 9 secondes encore à la pénalité à Michel Petit. Alors donc, on va reprendre au centre de la patinoire. Alors ça veut dire qu'il y a peut-être eu confusion, confusion par un des juges de ligne et c'est pourquoi on reprend au centre. Alors on parlait de Brian Bellows. C'est sa troisième participation au championnat du monde, Pierre. En 1984, il avait joué dans la compétition Coupe Canada, mais lui, il était à Stockholm en 1989 et il était également à Vienne en 1987. Et l'an dernier, il avait été choisi le meilleur attaquant du tournoi. Le disque est repris par Bellows, ou plutôt par Fleury qui a repoussé plus loin. La Fioderov aux prises avec Fleury qui manœuvre bien devant lui. C'est repris en défense. L'URSS qui n'a pu profiter de cette supériorité numérique. On joue maintenant à armes égales. Eiserman qui a intercepté le disque. Le tir, il touche le poteau. Eiserman aurait pu marquer 6 buts ce soir. Vous imaginez? Et ça, c'est très objectif. Vous avez vu le match comme nous. Enfin, ceux qui l'ont vu au complet. Pour les autres, eh bien, Eiserman a été égal à lui-même, c'est-à-dire remarquable aujourd'hui. Pavel Bure qui revient sur ses pas derrière son filet. Bure veut relancer l'attaque des Soviétiques. Moins de 3 minutes à faire en troisième. Belle passe. Le tir de Fioderov et le but! Eh bien, c'est au tour de McLean de donner un mauvais but, Yvon. Oui. Et c'est toujours un peu ce qui arrive, Pierre, lorsqu'une équipe rate une belle occasion de marquer. Comme ça a été le cas pour Steve Eiserman. Ensuite, l'Union soviétique qui contre-attaque très rapidement. La défense n'était pas bien installée. On a vu McInnes et McCowan qui étaient complètement hors du jeu. Et McLean s'en veut un peu. Il a la tête basse et on comprend pourquoi. Ça semblait après ma barre, il n'y avait pas tellement d'angle, Pierre. C'est un tir du haut du cercle de mise en jeu. Et la rondelle a dévié un tout petit peu sur le gardien de but du Canada. Alors, s'il y a égalité, puisqu'il faut parler de cette possibilité, Yvon, le Canada termine quand même premier. Oui. Le Canada aura 1 point de plus que la Suède et 2 de plus que l'URSS. Tatarinov passe au centre, c'est capté par Leonov vers Nemchinov, mais celui-ci a été retenu par Coffey. Lidster maintenant manœuvre du revers jusqu'à Sutter qui remet au centre. C'est Semak maintenant qui a le disque, remet derrière à son défenseur. Là, on joue de prudence chez l'URSS. On veut attendre, dirait-on, le jeu parfait pour tenter de marquer. Là, c'est Coffey qui reprend, surveillé par Nemchinov. Coffey vers Craven, qui remet tout simplement au centre où c'est repris par Nemchinov. Vers Tatarinov, à Fetisov, surveillé par Tocchet. Fetisov remet au centre et c'est Coffey qui intervient. 2 minutes à faire en troisième période. Eiserman voit le disque lui échapper, c'est Makarov qui le reprend. Makarov organise une nouvelle attaque pour l'URSS. Makarov toujours arrive au centre. Makarov avec Ristic. C'est lui qui reçoit cette passe, surveillé par McInnes. Ristic, belle manœuvre. Fait une chute, remet devant. Le disque est libre et passe à la droite du gardien McLean. De Davidov à Goussarov qui tire, c'est repoussé par McLean. Là, c'est Davidov qui reprend, surveillé par Eiserman, qui remet avec le patin vers McInnes, qui essuie une mise en échec, mais qui remet jusqu'en territoire soviétique. C'est la course gagnée par, attendons voir, par Adams. Il n'y a donc pas de dégagement refusé. Et le disque est immobilisé sous le poids des joueurs. Et c'est un arrêt de jeu que va apprécier, je suis sûr, l'entraîneur Dave King du Canada. Il va pouvoir effectuer des changements appropriés. On pourrait vous rappeler que les Soviétiques ont créé l'égalité. Fiodenov qui a marqué, lui, avec l'aide de votre joueur favori, mon cher Pierre, Pavel Bure, qui a fait une très belle passe. On a vu qu'il a permis à son coéquipier de pouvoir se démarquer de Hal McInnes. Il a bien débordé à la hauteur du cercle de mise en jeu. Il a effectué un tir. La rondelle a tout d'abord dévié sur le gardien de but, Kirk McLean, avant de poursuivre sa route dans le filet. Il avait émerveillé tous ceux qui ont assisté au championnat mondial Midget il y a quelques années, rencontre internationale extrêmement importante. Je l'avais vu dans un match à l'Arena de Ville-Saint-Laurent et il avait été vraiment remarquable contre l'équipe de l'ouest de l'Ontario, qui était peut-être la meilleure équipe canadienne à ce tournoi. Pierre, il serait peut-être... On y reviendra. Ils vont tirer de Burke qui a touché le défenseur et ça permet à l'URSS de contre-attaquer. Là, c'est Bikov qui remet
Ah, Khomutov applique les freins. Khomutov voit sa passe toucher Green. Le disque est libre. Là, c'est Burr qui a réussi à plaquer un joueur et il sera chassé pour double échec à l'endroit de Bikoff avec 1 minute 1 seconde à faire dans le match. Ou enfin en troisième période. Enfin, il n'y aura pas de prolongation, ça c'est sûr. Mais... C'est sûr. Ça pourrait être une pénalité importante, ça. Les Soviétiques qui vont pouvoir terminer le match en supériorité numérique. On voit le double échec de Burr à l'endroit de Bikoff. Alors oui, on parlait de Bourré. S'il était, Pierre, un joueur qui évolue actuellement, soit dans la Ligue junior majeure du Québec ou au Canada ou aux États-Unis, il serait sans aucun doute le tout premier choix au repêchage à Vancouver au mois de juin. Et on dirait de lui qu'il est un joueur de la trempe, enfin de Lindros, qu'on identifie déjà comme le prochain Mario Lemieux ou enfin le prochain Wayne Gretzky, comme vous voulez. C'est un joueur extrêmement remarquable. Là, c'est Bikoff qui perd la mise en jeu à Gilmore. Lidster qui voit son dégagement intercepté à la ligne rouge par Konstantinov. C'est lui qui reçoit cette passe. Konstantinov arrive devant Lidster, passe à Bikoff. Bikoff, le long de la rampe, cherche l'ouverture. Bikoff surveille Khomutov du coin de l'œil. Bikoff toujours remet à son défenseur, reçoit cette passe. Bikoff, derrière encore, à Malahov qui perd le disque. Et c'est le gardien qui vient prêter main forte à ses coéquipiers. Il reste 30 secondes à faire en troisième période. Là, c'est Bikoff. Remet du revers vers Khomutov qui perd le disque à Rick Green. Renvoie par la rampe, c'est Konstantinov qui reprend. Perd à Rick Green encore. Dégage par la rampe, mais ce sera trop court. Bikoff qui perd encore à Rick Green. Là, finalement, c'est repris par Konstantinov qui s'avance. Remet derrière à Khomutov. Devant le filet, et c'est Bikoff qui rate. Et là, Tatarinov maintenant, vers Konstantinov, à Khomutov. Il reste 4 secondes, 3 secondes, 1 seconde. Et le match est terminé. Match nul de 3-3. Et le Canada termine premier au tournoi préliminaire.